Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à ces rencontres qui sont proposées par la médiathèque du Centre culturel Tjibaou. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un poids lourd de la recherche en Nouvelle-Calédonie, au sens figuré, j'entends. Patrice Gaudin. Alors, Patrice, tout le monde le connaît, mais je vais quand même en dire deux mots, gentil si possible. Alors Patrice, c'est anthropologue désormais enseignant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il se présente comme anthropologue social et culturel. Et il est très connu en Nouvelle-Calédonie parce que, alors non seulement il y vit depuis 1982, mais il est depuis cette date extrêmement actif. Il fait l'objet de nombreuses sollicitations. Régulièrement, on m'appelle pour les coordonnées de Patrice Gaudin, pour intervenir sur ci, sur ça, comme quelqu'un de tout à fait omniscient, omnipotent presque. Voilà. Et je me souviens que, pour parler un peu plus sérieusement, il avait été impliqué dans Nouvelle-Calédonie 2025. Alors, à l'époque, ça paraissait loin. Il m'a rappelé que ces ateliers avaient débuté en 2008. On est aujourd'hui en 2020, et c'est précisément la Nouvelle-Calédonie de 2020 dont il va nous parler ce soir, en essayant de nous rendre clairs des notions que vous allez voir apparaître, pluriel, composite, fragmenté, avec sa manière à lui qui est généralement, comme je dis souvent, une fois qu'il nous a expliqué les choses, on a l'impression d'être toujours plus intelligent après l'avoir croisé, ce qui, je dois dire, dans la région est assez rare. Je parle de générosité, n'est-ce pas ? Alors, je suis ravi que vous ayez choisi le Centre culturel Tjibaou. Il y avait d'autres conférences ce soir, et je pense notamment à celle du musée de l'histoire maritime. Je vous rassure, l'une et l'autre sont captées par Calédonia ce soir. Alors elles seront diffusées à une date que nous ne connaissons jamais à l'avance. Pour autant, en ce qui nous concerne, nous, la DCK, la conférence est enregistrée, ainsi que les débats. Je me hâte de préciser que les débats ne sont pas disponibles chez Calédonia. Donc ça a un intérêt quand même de venir nous voir et de se rendre sur notre site. Donc si vous voulez chercher ces conférences, il y en a plus de 200 maintenant. Il vous suffit de cliquer sur adck.nc et ensuite, soit vous êtes déjà concerné par un nom, un titre, etc. et vous le tapez dans la fenêtre tout simplement, soit il y a une rubrique qui s'appelle « Rencontre de la médiathèque » et là vous avez l'ensemble qui vous permet de défiler sur les, 20 dernières années et de voir ou d'entendre d'autres conférences de Patrice, quand il avait encore quelques cheveux à l'époque. Voilà. Après avoir dit toutes ces bêtises, je vous rappelle que tout à l'heure pour le débat, on sera 2 dans la salle et je vous demanderai simplement de vous saisir des micros quand vous poserez une question. D'abord parce qu'on aimerait l'entendre, cette question, et surtout qu'elle soit enregistrée et qu'elle serve ensuite aux nombreux travaux qui ne manqueront pas d'être la suite de ce que vous allez découvrir ce soir au cours des 4 heures de projection. Bon, je souhaite bien du courage à Patrice. Je suis persuadé que la conférence sera de qualité, vous m'en direz des nouvelles tout à l'heure. Mais pour avoir vu en preview le PowerPoint, je dois dire qu'il y a des choses qui sont particulièrement passionnantes. Donc merci à toi Patrice de nourrir toujours cette réflexion sur le pays. Peut-être tout cela servira-t-il un jour proche. Merci à vous et à tout à l'heure pour les débats. Bien, bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Le titre de cette conférence pourra peut-être paraître énigmatique, la Nouvelle-Calédonie, une société plurielle, et je vais essayer par commencer à vous donner un peu des explications sur ce titre, en essayant d'expliquer les 2 questions d'abord qui sous-tendent ce titre. La première est une question de Patrice Gaudin, homme qui vit et travaille en Nouvelle-Calédonie depuis 1982. Alors, vous allez voir, le PowerPoint est assez fourni, avec beaucoup de phrases. Je ne vais pas systématiquement lire ce qu'il y a sur le PowerPoint, mais pour les 2 premières phrases, je vais les lire intégralement. Donc, première question, ou plutôt première face de ma question, est-il possible de comprendre quelque chose à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ? On peut être effectivement assez déconcerté par un certain nombre d'événements qui se font jour et se demander où on va. Est-il possible de le faire donc avec un minimum de distanciation intellectuelle,
en desserrant autant que faire se peut les taux des représentations partisanes. Moi-même, j'ai mes représentations, mais est-ce que je peux faire un effort avec d'autres pour essayer de desserrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, les passions politiques qu'il y a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et essayer de prendre un peu de distance, essayer de gagner un peu de lucidité? Est-il possible de prendre une vue compréhensive et globale de la situation calédonienne contemporaine, d'y trouver un sens qui pourrait être partagé par la majorité des personnes qui vivent aujourd'hui dans ce pays? Est-ce que c'est possible de faire ça, de ne pas se laisser emporter par le flot des passions? C'est ma question d'homme. Bien entendu, je suis anthropologue, pas spécialement spécialiste de la société calédonienne. Je travaille depuis des années plutôt dans la région d'Yingen et c'est le monde kanak qui a retenu mon attention professionnellement. Mais difficile de vivre ici sans que l'anthropologue soit sollicité. Et donc la deuxième question, qui est en fait la même mais posée de façon différente, c'est comment une collection d'individus qui appartiennent à des cultures différentes, qui ont en commun un passé colonial qui est par définition conflictuel, et on sait qu'il a été très conflictuel en Nouvelle-Calédonie, comment tous ces gens-là peuvent-ils constituer une société? Comment réaliser cette condition de l'existence sociale minimale, qui est un consensus sur le lien qui doit unir les hommes à l'intérieur d'une société? Comment analyser les tentatives de réponse apportées à ce problème depuis 30 ans? Et quelle contribution, modeste contribution, et pas exclusive, l'anthropologie, qui est la discipline que je pratique, peut-elle apporter à cette réflexion commune? C'est pour répondre à ces deux questions que j'ai eu recours à un concept que je n'ai pas inventé, qui est le concept de société plurielle. Ce concept, je l'ai avancé avec John Passa il y a déjà à peu près 3 ans, lors d'une conférence, ou plutôt un colloque sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Nous avions été sollicités par le président de l'université, Gaël Lagadec, pour répondre à la question: la Nouvelle-Calédonie est-elle une société multiculturelle? Et on a publié à cette époque notre réponse dans un ouvrage qui a été repris et publié aux presses universitaires de Nouvelle-Calédonie l'année suivante. Vous avez les références ici. Société plurielle et pas société multiculturelle. Alors d'abord, d'où vient ce concept? C'est un concept qui s'est forgé, vous le voyez, dans les années 40-50, donc c'est déjà un vieux concept, et qui, selon les auteurs, est traduit de façon un peu différente. A plural society, une société plurielle. A composite society, une société composite. Ou a compound society, une société fragmentée. Chacune de ces appellations, d'une certaine manière, met l'accent sur une des propriétés de ce type de société, qui me semblait être un début de réponse aux questions que je me posais. Alors, on peut donner plusieurs définitions de ça. Si vous allez vous promener dans la littérature professionnelle, vous aurez plusieurs définitions. Et j'en ai retenu 2. Une que j'appelle une définition molle, c'est-à-dire celle qui ne m'intéresse pas tellement, mais comme vous risquez de la trouver, je préfère que vous sachiez que ça existe. Et puis une définition qui me paraît un peu plus sérieuse. Alors, la définition molle, ce sont des sociétés, disent Abercrombie, Hill et Turner, en 2006, donc il n'y a pas si longtemps, fragmentées en différents groupes raciaux, religieux ou linguistiques. D'une certaine manière, on pourrait penser que c'est l'équivalent d'une société multiculturelle. Le terme, disent ces auteurs, avait à l'origine un sens beaucoup plus restreint, puisqu'il décrivait en fait l'existence de sociétés dans lesquelles les différentes communautés linguistiques, religieuses, culturelles qui pouvaient être là, ne se rencontraient en fait que dans des lieux très particuliers, très limités, essentiellement sur le marché économique, mais que pour le reste, il y avait une telle fragmentation que ces sociétés ne se rencontraient pas. Et aujourd'hui, ils disent, en fait, il faut peaufiner le système et essayer d'avoir une autre vision. Et donc, ils vont appliquer ça aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil. Vous avez les définitions qui sont données là. Ce qui fait que, d'une certaine manière, on ne voit pas très bien quelle est la différence entre une société plurielle et une société multiculturelle. Alors, est-ce qu'il est possible de faire une différence? Voilà la définition que je tire et qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. L'intéressant dans la définition de pluriel, ce n'est pas la notation du pluralisme, qui est effectivement caractéristique de toute société, y compris la société française métropolitaine aujourd'hui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'indication de traits spécifiques à ce pluralisme, une certaine manière de structurer ce pluralisme, la base raciale des groupes, je reviendrai là-dessus, je vais reprendre tous ces éléments-là, leur hétérogénéité radicale, les relations antagonistes qu'ils entretiennent, et l'obligation où ils vont se trouver de coexister dans les limites d'un cadre politique unique.
Donc il faut bien comprendre que la notion de société plurielle ne renvoie pas ici à d'autres idées, comme par exemple l'idée de multiplicité, qui est à mon avis caractéristique de toutes les sociétés, je reviendrai là-dessus, ce qui ne les empêche pas d'être une, c'est-à-dire d'être une société, et de former société. Et ce n'est pas non plus le synonyme de pluraliste. Dans les sociétés démocratiques, par définition, on est pluraliste. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société pluraliste? C'est une société qui fait qu'elle reconnaît dans sa constitution le fait que, justement, elle est multiple et qu'elle fait une place à l'expression de cette multiplicité. C'est ce qui va caractériser la plupart des sociétés démocratiques. Alors, sommes-nous dans une société multiculturelle? Non plus, ce n'est pas la même chose. Parce qu'une société multiculturelle, ce n'est pas une question de fait, c'est une question de structuration, d'organisation sociale. Et la société multiculturelle, elle va se définir par une valorisation assumée de la diversité des identités sociales et culturelles qui la composent. Et elle va s'organiser en fonction de cette multiplicité, l'assumer, en faire un principe d'organisation sociale, et donc essayer de construire l'unité sur une interculturalité, sur la prise en compte de cette diversité. Une société plurielle, ce n'est ni une société pluraliste, ni une société multiculturelle, c'est une société multiple, mais dont on va voir qu'elle ne sait pas très bien quoi faire de sa multiplicité. Alors, justement, ce qui va caractériser une société plurielle, dans le concept tel qu'il départ, pour moi, c'est une structuration particulière du lien social, c'est un modèle d'organisation sociale, je vais essayer de vous expliquer lequel, j'espère que je serai suffisamment clair. Ce modèle est hérité de la colonisation et il en porte encore les stigmates, on va voir comment et pourquoi. Mais en même temps, ce n'est pas propre dans mon esprit aux sociétés coloniales, aussi aux sociétés en voie de décolonisation ou à des sociétés dites postcoloniales ou décolonisées, dans lesquelles, on le verra, l'État, par exemple, continue d'être une réalité artificielle qui n'est pas portée par la société. On reviendra sur cet aspect-là des choses. Alors, la société kanak, la société calédonienne, les communautés germaniques, on peut prendre tout ce qui constitue la Nouvelle-Calédonie, constitue bien un monde multiculturel. Il n'y a aucun problème. Si je reprends les chiffres du dernier recensement auquel j'ai eu accès, celui de 2014, les choses ont sensiblement évolué, mais je n'ai pas tous les résultats là. On a aujourd'hui 39,1% de Kanaks, 27,1% d'Européens, et cette notion même d'Européens demanderait à être interrogée, parce que moi, c'est une notion à laquelle je ne crois pas. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des Européens, dont des métropolitains, et puis il y a des Calédoniens qui, pour moi, sont moins des Européens que des Océaniens d'origine européenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est mon ressenti. Et donc, ce chiffre englobe aussi bien les Calédoniens, dont les familles sont depuis longtemps implantées dans le pays, que les personnes originaires de France métropolitaine et dont la présence peut être relativement récente. Et puis, j'aime bien, il y a ce qu'on appelle les autres. Il y a 33,8% d'autres, ce qui représente, quand on regarde de près, une diversité culturelle effectivement assez impressionnante, avec une communauté wallisienne, une communauté futunienne, des Tahitiens, des gens de Polynésie française, des gens d'origine de Java, des Vietnamiens, des Chinois, des Nivanuatu, des Africains. J'ai même rencontré un jour une Thaï, non pas de Thaïlande, mais du Laos, c'est-à-dire une ethnie très minoritaire de Thaïlande. Il y en a une en Nouvelle-Calédonie, donc on a une grande diversité culturelle de fait. Et pour autant, ça ne fait pas une société multiculturelle. Alors je vais reprendre les traits qui définissent la société multiculturelle telle que Georges Balandier, plurielle, telle que Georges Balandier l'a définie. La première, c'est l'hétérogénéité culturelle marquée, qu'il appelle lui radicale. Nous avons effectivement beaucoup de monde, mais au lieu que ce monde constitue un ensemble fort de cette multiculturalité, au contraire, on a une sorte de juxtaposition des communautés. Il y a un mélange, mais ce n'est pas un amalgame, ce n'est pas une incorporation, ce n'est pas une fusion, ce n'est même pas une interculturalité avec un espace où chacun aurait son espace, mais en même temps il y aurait des espaces communs. C'est une sorte de coexistence et de cohabitation. Chacun garde sa culture, sa religion, sa langue particulière. Chacun garde ses espaces à l'intérieur de la société. Si on est en brousse, il y a les villages, les stations où vivent les Européens, de plus ou moins de longue sèche, les Océaniens d'origine européenne, et puis les différentes communautés. Chacun est chez soi. Et il n'y a pas de véritable mélange. Et ça, c'est un élément clé de la définition de cette hétérogénéité qui caractérise assez bien la Nouvelle-Calédonie dans les années 70, et même un peu avant, dès que s'amorce en 1945, vous le verrez tout à l'heure, on en parlera,
une transformation assez radicale de la société calédonienne, transformation qui malheureusement n'ira pas jusqu'à son terme et ça sera une parenthèse refermée. Donc nous sommes avec une atomisation culturelle, presque plus qu'une hétérogénéité culturelle, et on a à partir de là une sociabilité assez lâche et réduite entre les différentes communautés, avec des lieux où les gens se croisent, éventuellement peuvent avoir un certain nombre d'échanges, par exemple le marché effectivement économique. C'est le principal contexte d'interaction sociale, des groupes que l'on appelle ethniques, et ce mot d'ethnie en Nouvelle-Calédonie, bon sang, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il faudra bien qu'un jour on s'interroge définitivement sur ce qu'on met sous son nom-là. On va se rencontrer dans les villes, les lieux publics, sur la route, bien entendu. Dans les transports, c'est un peu plus relatif, parce qu'il y a ceux qui ont des voitures, ceux qui prennent le bus et ceux qui marchent à pied, c'est pas tout à fait les mêmes toujours. Il y a l'administration, les écoles, la justice, le travail, les entreprises, les magasins, les autres espaces commerciaux. Mais ce qui va caractériser fondamentalement effectivement cette société, c'est toujours que si on se croise dans ces endroits-là, en vérité, on se fréquente extrêmement peu, ou à la marge. Souvent, on me dit, mais on est dans une société très, très métissée, c'est vrai. Il y a un métissage biologique très, très fort. Mais ce qui est extraordinaire, justement, dans ce métissage, c'est que ce n'est pas un métissage de rencontres. C'est-à-dire qu'à part quelques exceptions, ça reste des endroits où, bien sûr, on sait ça, mais combien j'ai rencontré de Calédoniens qui me disent, j'ai une grand-mère qui était kanak, etc. Mais c'est où, c'est quand, comment, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est assez difficile à dire. Alors, il y en a qui y arrivent, il y en a qui le disent. La carte n'est pas... Mais on sent bien que c'est là. Et puis surtout, ce qui est fondamental, c'est cette racialisation des communautés. Parce que derrière le mot d'ethnie, on met ensemble dans un même sac trois choses qui n'ont rien à voir. D'une part, des problèmes de couleur de peau, de forme des cheveux, etc. Ce qu'on appelait les races autrefois, dont on sait depuis au moins les années 50, 1950, que les races n'existent pas. La culture qui est là, et puis en vérité aussi un statut à l'intérieur de la société, statut plus ou moins prééminent. Donc, une sociabilité qui reste extrêmement là. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la signature des accords de Matignon-Oudinot et puis de l'accord de Nouméa. Il ne s'agit pas de... Alors, je donne un certain nombre d'éléments qui sont là. Beaucoup de choses se sont faites. Il y a eu la reconnaissance de l'identité kanak, le Sénat coutumier. On avait avant un conseil coutumier, puis devenu un Sénat coutumier, qui est une institution reconnue du territoire. Il y a des aires coutumières, il y a la DCK qui a pris son envol, il y a l'Académie des langues kanak, les juridictions coutumières, l'enseignement des langues kanak, l'enseignement de la culture kanak, en tout cas pour 18 heures annuelles, la toponymie, il y a des tas de choses qui se sont passées. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ces choses-là qui existent, ça ne crée toujours pas du lien. C'est-à-dire que cette reconnaissance multiculturelle a du mal à créer du lien. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est ceux qui me sont venus au moment où je préparais cette conférence. Par exemple, le Sénat coutumier, pensez ce que vous voulez, mais élabore une charte des valeurs kanak. Cette charte des valeurs kanak, je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais elle n'était pas destinée uniquement aux kanak. Elle était destinée à être diffusée dans la population avec l'espoir qu'il y aurait un dialogue autour de ça. Il n'y en a pas eu. Personne n'a discuté de ces chartes des valeurs kanak. À un moment donné, le Sénat coutumier, avant cette charte des valeurs kanak, avait tiré la sonnette d'alarme en disant « Attendez, il y a un problème avec la jeunesse, on va faire un plan Marshall pour la jeunesse. » Alors c'était un peu pompeux comme titre, plan Marshall. Mais enfin, ça disait quelque chose. Attention, il y a la jeunesse kanak, on est prêt à discuter. Il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu un grand débat sur l'école, sur le problème de la prise en compte des cultures et de la diversité des cultures. Il y avait des choses très intéressantes dans le Grand Bas, c'est l'école, classée verticalement. Il n'y a pas eu de débat. On fait un CAPES en langue kanak. Ah, enfin, j'attendais ça moi, depuis très très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe avec ce CAPES? Il se passe qu'on réussit à avoir quelqu'un qui vous explique qu'on va enseigner les langues kanak ici comme des langues régionales françaises. Et on va utiliser le modèle du breton pour faire un CAPES qui sera un CAPES bivalent, c'est-à-dire si vous voulez pouvoir enseigner une langue kanak, il va falloir que vous soyez soit enseignant en mathématiques, soit enseignant en histoire, etc. Il vous faudra une double casquette. On ne demande pas à quelqu'un qui enseigne l'anglais ou le français d'être aussi compétent. Ça peut se faire, hein. Il y a des CAPES bivalents, mais on ne le demande pas pour les langues. Dans le cadre de l'accord de Nouméa, on ne le fait pas. Quid de l'affichage des langues kanak dans les médias?
quid de l'affichage kanak urbain, quid de l'affichage dans le travail social. Extraordinaire. Je travaille avec une association qui s'occupe encore de temps en temps, moins qu'avant, mais encore un peu de travail social, d'aide éducative, etc. Mais la prise en compte de l'identité, elle n'est toujours pas là. Et là, je parle du monde kanak. Pourquoi ? Parce que c'est celui dans lequel je travaille le plus. Mais on pourrait dire la même chose des autres identités océaniennes qui sont là ou des autres identités. Donc on est d'accord pour dire qu'ici, c'est merveilleux, on est dans un monde multiculturel. On a main sur le cœur pour dire que c'est une richesse. Mais de cette richesse, on ne fait pas grand-chose. Donc vraiment une hétérogénéité culturelle qui, bien entendu, s'est réduite. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais une hétérogénéité qui continue à perdurer. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de dénoncer les choses, c'est expliquer les raisons. Il faut comprendre ça, essayer de le comprendre. Deuxième caractéristique, une forte stratification sociale et économique. Je ne suis pas un économiste, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais il existe de fortes inégalités socio-économiques et géographiques en Nouvelle-Calédonie. Elles avaient déjà été mises en évidence depuis très très longtemps. Il y a eu le rapport de l'IOM avec l'ISEE qui avait, sur les enjeux de la croissance, qui avait dit des choses très très importantes en montrant que si on avait ici une économie relativement prospère, on avait par contre des inégalités qui nous mettaient plutôt du côté de la Chine et du côté du Brésil que du côté des pays industrialisés européens, avec des écarts entre les plus riches et les plus pauvres qui sont là. Et ce qui est problématique, bien entendu, c'est que ces écarts, ces inégalités socio-économiques ont tendance, bien entendu, à se superposer, à coïncider de façon assez étroite avec les divisions culturelles. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Bien entendu, les fortunes les plus grandes de Nouvelle-Calédonie, vous l'aurez bien compris, ne sont ni chez les Wallisiens-Futuniens, ni chez les Kanaks, etc. Elles sont, bien entendu, beaucoup plus du côté des Océaniens d'origine, pour une partie d'entre eux d'origine européenne, ou même chez des métropolitains installés là depuis un certain temps. Donc on s'aperçoit que les inégalités sont très très marquées, mais ça reste vrai, y compris dans les différentes communautés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est dans la communauté dite européenne, on bénéficie forcément d'un statut qui est un statut privilégié. Il y a des gens qui sont d'origine européenne et qui sont extrêmement modestes dans ce pays, qui connaissent des difficultés pour boucler la fin du mois. Mais globalement, il y a une très très grande inégalité, une stratification sociale, avec des gens extrêmement riches et des gens relativement pauvres, avec des écarts qui sont 8 fois plus importants ici, pour dire rapidement les choses, qu'elles ne sont ailleurs en Europe. Alors là aussi, des choses ont été faites, même si de façon assez significative, les tentatives pour essayer de faire évoluer les choses ont été difficiles. Alors, je reprends ici, juste parce que je n'ai pas le temps de m'éterniser, la 4e de couverture du livre qui avait été publié sous la direction de Séverine Boire, Jean-Michel Sourisseau, Séverine Blaise, etc., toute une série dont certains sont des collègues de l'université en 2016, et qui nous montrait qu'il y avait effectivement une évolution économique du pays. Le pays est de plus en plus intégré à des marchés mondiaux, libéralisés, dérégulés. L'urbanisation se confirme, il y a des nouvelles formes de croissance qui sont là. Mais ce qui est intéressant, en plus, il y a la place du non-marchand, qui reste quelque chose de très important. Donc il y a une industrialisation de la métallurgie qui a changé. Quant à la manière dont est réparti les revenus du nickel, il y a toute une série de choses très positives qui se sont passées. Mais récemment, c'est-à-dire en 2019, on voit qu'on est encore très très loin du compte en matière de développement économique. Et vous avez Catherine Riss, qui est une de mes collègues à l'université, qui vous explique que les petites économies insulaires, si elles veulent pouvoir avoir de la croissance à long terme, eh bien, il est très très important qu'elles essayent de réduire les inégalités sociales. Parce que souvent, on va justifier par l'économie les inégalités sociales. Or, c'est le contraire. Les inégalités sociales sont un obstacle à l'économie. Il est important d'ouvrir les marchés au commerce international, et puis la qualité des institutions qu'on va avoir. Alors, l'ouverture au marché a été difficile. Nous sommes dans une économie qu'on appelle plutôt introvertie, c'est-à-dire fermée sur son marché intérieur, alors qu'il faudrait pouvoir ouvrir. Mais pour pouvoir ouvrir, bien entendu, il faudrait pouvoir produire
des choses de plus grande qualité, et on va s'apercevoir que dès qu'on essaye de produire et de faire avancer l'économie vers la production, une production économique, industrielle qui soit plus enrichissante pour permettre au pays d'être compétitif, on va essayer de couper les choses. On va préférer, par exemple, aller vendre du nickel à l'extérieur, ce qui ne rapporte rien, plutôt que de le transformer. C'est extraordinaire, alors que, bien entendu, ça va être la transformation qui va apporter quelque chose. Mais dès que quelqu'un va essayer de le faire, on va l'accuser de vouloir faire autre chose que ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire tout simplement son travail d'entrepreneur. Nous savions donc que la Nouvelle-Calédonie peut se construire ou construire sa propriété, mais elle ne devrait pas perdre de vue ces facteurs, et ça, c'est un point important sur lequel on est donné. Par ailleurs, ces inégalités vont se retrouver dans d'autres domaines. Alors, je ne vais pas épiloguer et donner toutes les informations là-dessus, ça nous prendrait trop de temps. On va juste parler de l'école, et puis je prends systématiquement des données qui sont difficilement contestables, par exemple celle de l'Atlas démographique de la Nouvelle-Calédonie, qui a été publiée notamment par l'ISEE donc en 2015. En Nouvelle-Calédonie, une personne sur 3 est sans diplôme. Ça en 2015. En 2014, la proportion de personnes sans diplôme au sein de la population non scolarisée atteint 32,5% contre 37,5% en 2009 et 56% en 1989. Donc il y a des progrès. Mais la part des titulaires du baccalauréat général et technologique et des diplômés de l'enseignement supérieur s'établit à 36,5% des non scolarisés au lieu des 32% en 2009 et 17% en 2019. Donc le niveau de formation augmente. Le problème, c'est qu'il demeure disparate. Par exemple, le taux de non-diplômés atteint 49% dans la province des îles, plus de 45% en province nord, 30% en province sud. Le taux des bacheliers est aussi contrasté. Vous avez les chiffres qui sont là. Comment peut-on se satisfaire de continuer à avoir de tels résultats? Des tiers des diplômés du supérieur ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie. Parmi les populations non scolarisées en 2019,4% des individus possèdent un diplôme supérieur au baccalauréat contre 15% en 2009. Là aussi, ça avance. Mais vous voyez bien qu'il y a des disparités fortes entre les zones géographiques. Et bien entendu, je pourrais, mais les chiffres, on ne les a jamais complètement, montrer que c'est vrai aussi communauté par communauté. Ces inégalités qui perdurent sont problématiques. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de problèmes, par exemple de montée de la délinquance, de montée de la violence. On n'arrête pas d'en parler. D'ailleurs, c'est un outil qui ne nous sert pas à réfléchir, mais à faire peur. C'est une sorte de langage en Nouvelle-Calédonie. On ne réfléchit pas sur la violence, on fait peur avec. Et donc, toute la sociologie nous montre que nous devrions réfléchir là encore à ces inégalités, parce que les sociétés les plus violentes, ce n'est pas celles qui sont les plus pauvres, ce n'est pas celles qui sont les plus riches, c'est celles dans lesquelles il y a des écarts de force entre les plus pauvres et les plus riches. Tellement forts que, bien entendu, ça suscite des formes de violence. Troisième caractéristique, la domination européenne, et en regardant, j'aurais dû dire la domination française. Je suis désolé, mais c'est bien le cas. Radcliffe Brown définit la société plurielle comme une nouvelle structure politique et économique dans laquelle les Européens, et je pourrais dire les Français, bien qu'en nombre restreint, exercent une influence dominante. Une influence sans commune mesure avec leur poids démographique. La langue qui est parlée et qui s'impose à tous, c'est la langue française, dans tous les espaces, public, enseignement, information, médias, justice, administration, lieu de travail, etc. Et l'espace social, public, est entièrement organisé sur le modèle européen, ce qui suppose que, bien entendu, les autres personnes se coulent dans ce modèle-là. Ce n'est pas du tout un modèle multiculturel. Et le problème, c'est que la prégnance de cette culture européenne va conduire à une forme de déterritorialisation mentale, non seulement, je viens de l'écrire, des communautés autochtones, qui se voient en même temps que le pays dissocié de leur environnement géographique le plus immédiat, mais déterritorialiser aussi l'ensemble des communautés qui vivent dans ce pays, y compris les métropolitains. Car un métropolitain n'a aucun problème pour ouvrir son poste de télé ou sa poste de radio et de savoir qu'il y a un train sur deux à cause des grèves à la gare Saint-Lazare, que bien entendu, il y a des risques de pluie et d'orage dans le Cantal ou je ne sais où,
mais il ne sait pas ce qui se passe au Vanuatu ou en Nouvelle-Zélande, sauf si c'est des éléments de crise, où tout d'un coup on apprend que là, il y a eu un cyclone. Alors on va en parler parce que la marine française va relayer la générosité des Calédoniens qui vont envoyer des sacs de riz pour aider les pauvres Vanuatu qui viennent connaître cette affaire-là. Ou alors on va expliquer qu'ils sont corrompus dans ce pays-là, etc. Nous avons une classe politique absolument nickel. Donc il n'y a aucun problème. Donc c'est très important d'avoir cette vision des choses. Cette domination européenne va être ressentie comme une humiliante dévalorisation par les cultures qui vont être dominées, au point d'être intériorisée par beaucoup de leurs membres. C'est ce qu'on va appeler vulgairement la colonisation dans les têtes, c'est-à-dire que les gens ont le sentiment que d'une certaine manière, ce qu'ils font est extrêmement... c'est pas bon, quoi. C'était dans le temps, mais c'est pas ça. Et on voit des gens qui vont intérioriser cette affaire-là. Alors, à contrario, bien entendu, la culture, dans ce contexte-là, les valeurs de la culture, les pratiques, les relations qui se nouent vont devenir, pour les communautés autochtones et les autres communautés qui ne sont pas les communautés dominantes, une ressource essentielle, parce que c'est en elles qu'ils vont essayer d'aller chercher des problèmes d'adaptation, de reformulation, de créativité, dont ils vont avoir besoin pour essayer de se construire. Mais ce n'est pas sans ambiguïté, parce que, bien entendu, ces réactions qui sont là peuvent engendrer des formes de conservatisme culturel, il ne faut pas se leurrer. Ça peut être une ressource extrêmement importante, mais ça peut être aussi une forme de conservatisme et quelque chose qui empêche la communauté d'évoluer. Ça peut être aussi quelque chose qui devient de plus en plus ténu, où les gens sont en attente de modernité, en attente de reconnaissance, de place dans la société globale. Et comme elle ne vient pas, on pratique une sorte de culture sous-évaluée, dévalorisée. C'est un problème important. Et le problème, c'est que tout ça n'a bien entendu rien à voir avec les réalités démographiques qui sont ici. Le volume d'un groupement ne suffit pas, dit Ballandier, à faire de celui-ci une minorité, bien qu'il puisse avoir des effets quant au statut ou aux relations avec le groupement dominant. Le caractère de minorité, c'est une certaine manière d'être dans la société globale qui implique qu'il y a un dominant et un dominé. Et la minorité, c'est la communauté dominée. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut préciser un certain nombre de choses. Et je vais ici, non pas préciser tout le monde, mais cette classification en européen, qui est une classification extrêmement intéressante, puisque, comme je vous le dis, vont être classés comme européens des Calédoniens qui sont, pour moi, comme je vous l'ai dit, des Océaniens d'origine européenne et qui sont là depuis plusieurs générations et qui sont implantés dans le territoire, et quelqu'un qui peut être arrivé il y a 6 ou 7 mois et qui va être considéré comme européen. Et à l'intérieur de ce monde-là, il y a une forte stratification sociale avec des gens, comme je vous l'ai dit, économiques, qui sont là et des clivages qui sont des clivages sociaux. Alors les clivages, vous les connaissez, c'est les clivages par exemple entre les locaux et les expatriés, entre les métropolitains expatriés de passage et les expatriés qui vont être solubles. Les expatriés de passage sont arrivés dans l'État, ils sont fonctionnaires, ils repartent, éventuellement ils reviennent parce qu'ils aiment bien faire plusieurs séjours parce que il y a l'indexation, il y a toute une série d'avantages. Et puis, les bourgeois, les travailleurs, tout ça. Et donc, tout ça crée des antagonismes assez sourds dans la communauté, parce que cette structure-là, elle ne se dit jamais en tant que telle, mais tout le monde sait, par exemple, ce que c'est qu'un enculé des oreilles. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur même de la société, par exemple calédonienne, des difficultés avec ce rapport avec les oreilles. Et inversement, hein, ne soyons pas complètement donnés. Et ça va créer des choses aussi du genre clientélisme. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que cette espèce d'antagonisme, il n'est pas créé de façon... ce n'est pas les gens qui ont créé ça tout seuls. C'est une certaine structuration de la société dont les gens sont victimes et qui fait que à un moment donné, par exemple, les choses qu'on reproche à la société calédonienne en disant c'est une société de réseau avec une forme de clientélisme, des choses comme ça. Mais c'est la structuration même de la société calédonienne qui a fait ça. À partir du moment où effectivement il y avait un écart entre les gens du pays et l'État, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, comment pouvoir arriver à marcher sinon par les réseaux d'amitié, les réseaux de parenté qu'il pouvait y avoir. Et les réseaux de parenté vont être très importants dans la société calédonienne. Et si ces réseaux existent,
C'est pas aux Calédoniens qu'il faut le reprocher. C'est pas parce qu'ils auraient je ne sais quel esprit tordu et qu'ils ne respecteraient pas les règles françaises. C'est que l'État qui est arrivé ici n'était pas l'État français avec l'ensemble des règles métropolitaines et institutionnelles. Pas du tout. Et ça, nous touchons donc à un élément qui est pour moi important, qui est l'artificialité du lien politique. Le lien politique est assuré ici par l'État français. Il pourrait être assuré dans d'autres pays par une junte militaire, je ne sais pas, peu importe. Ce qui est important ici, c'est que cet État n'est pas l'expression d'une identité collective, mais le résultat d'un cadre institutionnel qui a été imposé de l'extérieur. Comprenez par de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui l'ont porté, mais ça veut dire que le squelette de cet espace social qu'est la Nouvelle-Calédonie, c'est le squelette externe. C'est-à-dire, si on devait prendre un animal, la Nouvelle-Calédonie ressemblerait plus à une tortue ou à un escargot qu'à un mammifère. Dans le mammifère, le squelette, il est à l'intérieur et d'une certaine manière, il fait partie de la structuration de la société. Dans la Nouvelle-Calédonie, c'est l'État qui, d'une certaine manière, va structurer par le haut et par l'extérieur un espace dans lequel, d'une certaine manière, à cause de l'hétérogénéité, à cause des inégalités, etc., la société plurielle, en vérité, ne fait pas société. La seule unité de tout ça, c'est la volonté de l'État de faire un lien politique qui peut être apprécié par d'autres, mais pas par tous, et qui pose un véritable problème. Alors on se demande pourquoi l'État français, parce qu'on pourrait m'objecter, mais attendez, l'État français, par exemple, il est sollicité pour régler les tensions et les désaccords. Ben oui, forcément, puisque d'une certaine manière, il est le seul lien. Donc forcément, on le voir. Il suffit de voir, par exemple, ce qui s'est passé au moment de la crise de la vie chère, où on voit qu'on n'arrive pas à régler les problèmes entre partenaires sociaux autour des problèmes de la vie chère. On va aller demander à quelqu'un qui, normalement, n'a pas la compétence. Je vous rappelle, à partir des accords de Matignon et Oudinot, et surtout depuis l'État français n'a pas la compétence, mais c'est quand même lui qu'on va aller chercher pour arbitrer les conflits qui sont là. Ou alors, le pire, c'est la demande faite par un parti indépendantiste en 2010-2011, faite au Premier ministre François Fillon, et ça sera réitéré par la suite, de réunir une commission d'experts extérieurs au pays, objectif et politiquement neutre, pour déterminer si l'accord de Nouméa fait avancer la cause de la décolonisation ou pas dans le pays. Ce n'est pas le décolonisé qui va dire qu'il est décolonisé. On va aller demander au Premier ministre de la France, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est bien décolonisé? C'est très très surprenant, bien entendu. Or, qu'est-ce qui fonde, en principe, le domaine politique à l'intérieur du social? Un de mes maîtres en anthropologie, Louis Dumont, dit « Nous poserons que le niveau politique apparaît dès qu'une société conçue à l'ordinaire comme multiple se pose comme une face à d'autres, empiriquement, comme dans la guerre, ou idéologiquement, à partir de valeurs communes. La société commune est ipso facto supérieure à la société comme multiple et la commande idéologiquement. » On trouve là chez Rousseau opposant la volonté générale et la volonté de tous, le citoyen comme participant du souverain et comme sujet. Or, ce qui va apparaître fondamentalement dans la société calédonienne, et qui le reste, et qu'on voit tous les jours, il suffit d'écouter les uns et les autres, c'est l'absence d'intérêt général. On est dans une structure qui ne laisse pas émerger cet intérêt général. Alors, comment comprendre cette absence d'intérêt général, qui est un élément absolument important? Il faut aborder une dernière caractéristique, c'est les relations antagonistes à l'intérieur de la société. Les sociétés plurielles sont par définition traversées d'antagonisme. C'est généralement une structure sociale assez conflictuelle. Mais en Afrique, en Asie, cette structure qui émerge massivement dans les années 40 et 50 va progressivement se transformer avec les accessions à l'indépendance, même si cette structure subsiste dans de nombreuses sociétés dites décolonisées. On pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais en Nouvelle-Calédonie, cette structure va durer. Elle va perdurer du fait d'une histoire politique conflictuelle qui a laissé des blessures profondes jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est très très important de prendre connaissance de ça parce que c'est ce qui va expliquer ce qui se passe. Voilà un schéma compréhensif que j'essaye de vous présenter, on pourra le discuter, de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie avec ses différentes périodisations. Vous voyez que j'ai mis une première période qui commence vers moins 1000 avant Gicli. Il y a Christophe Sand qui est là et peut-être il nous précisera, il y a peut-être des choses qui ont avancé. Et que je vais faire durer jusqu'à 1853, date de la prise de possession. Nous sommes dans la période océanienne
il n'y a que des Océaniens en Nouvelle-Calédonie, pour dire rapidement les choses. Puis en 1853, c'est la prise de possession par la France. En vérité, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il y a des bateaux qui arrivent, qu'il y a des missionnaires qui s'installent, etc. Mais le drapeau français va être planté et on va avoir la première colonisation. Et cette première colonisation classique va durer jusqu'en 1945, avec, comme vous le savez, des luttes très très importantes. Il y a Gwenel Murphy, qui est un de mes collègues historiens, qui est en train de travailler aujourd'hui sur l'ensemble des faits de violence et des soulèvements dans nos Kanak. On a très largement sous-estimé en vérité les formes de résistance à cette colonisation, mais passons là-dessus. 1853, des spoliations foncières massives, des déplacements de population, des réorganisations complètement de la société kanak. Et ça, c'est la première colonisation. Et cette première colonisation, elle finit officiellement en 1945. Et en 1945, il y a quelque chose qu'on ignore là, très souvent, c'est le début d'une première décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie va connaître, suite au discours de Brazzaville du général de Gaulle, une période où il va être question de faire un choix, c'est l'Union française. Et vous savez, au moment où il y a cette Union française, il y a 3 choix possibles. Soit on devient indépendant, soit de l'autre côté on devient département de la France, soit on a un statut intermédiaire qui préserve l'évolution, qui est le statut de territoire d'outre-mer, et qui permettra dans l'avenir d'aller dans un sens ou dans l'autre, plutôt vers la départementalisation et l'intégration intérieure de la France, ou au contraire une séparation progressive évolue. Eh bien, cette première décolonisation va donner lieu à une très très grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie, dont vous ignorez souvent, on ignore souvent l'importance, à la fois par l'ampleur du travail qui a été fait, une bonne partie de la structure sociale, de toute une série de choses, la CAFAT, une bonne partie des institutions de la Nouvelle-Calédonie vont naître à partir de ce moment-là, et en même temps va se mettre en place, ce qui pour moi est le plus important, un embryon de démocratie locale. Il y a un parti qui va incarner cette chose-là, c'est l'Union calédonienne, avec la devise « Deux couleurs, un seul peuple ». Et quelque chose se construit comme une sorte de contrat social qui, bien entendu, je ne vous dis pas que c'était merveilleux, je ne vous dis pas que tout le monde pouvait s'embrasser sur la bouche, ce n'est pas ça le problème, mais on sentait qu'il était en train de se construire quelque chose. Et à un moment donné, pour des raisons de politique intérieure et de politique internationale, aussi bien en Polynésie, où il va y avoir le développement des essais nucléaires après les essais nucléaires dans le Sahara, qu'en Nouvelle-Calédonie, on va décider de recoloniser la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que de façon unilatérale, le gouvernement va reprendre quasiment la totalité de ce qu'il avait donné comme autonomie au pays, et en faisant ça, faire 2 choses qui vont être le véritable problème auquel on est confronté aujourd'hui, il faut rappeler ça. D'une part, casser le contrat social qui est en train de se construire et le système démocratique, et pour être bien sûr de le noyer, on va faire que la communauté kanak, qui était encore majoritaire à l'intérieur du pays, et même la communauté calédonienne, mais les Calédoniens ne s'en sont pas forcément toujours rendus compte, deviennent minoritaires à l'intérieur de leur pays, de façon à ce que si on vote, on soit absolument sûr qu'on coupe les ailes à toute velléité indépendantiste. Et donc, cette seconde colonisation va se développer de 1961 à 1982, par là, et à partir de là, il va y avoir la fameuse phase des événements qui va remettre en cause cette nouvelle colonisation et tenter, à travers les accords de Matignon-Oudinot, puis ensuite l'accord de Nouméa, tenter une seconde décolonisation, celle dans laquelle on est. Alors je vous donne quelques dates, très rapidement. L'abolition du régime de l'indigénat, c'est le 23 avril 1946, qui va permettre aux Kanaks qui étaient enfermés dans les réserves et qui n'avaient pas le droit de circuler, de pouvoir circuler librement de jour comme de nuit, de résider là où ils ont envie et de travailler librement. La citoyenneté française va être enfin donnée aux Kanaks au même titre qu'aux autres communautés qui subissent le code de l'indigénat. Il n'y a pas que les Kanaks qui subissent le code de l'indigénat, par exemple les Océaniens le Peut, mais aussi par exemple les gens d'origine indonésienne sont soumis au code de l'indigénat. Et donc on va accorder enfin cette citoyenneté. Et puis on va faire que ce soit vraiment le 12 octobre 1946 où on va enfin accorder ça. Et puis on va créer donc les débuts d'une
d'une véritable autonomisation à partir du 27 octobre de cette année-là, avec notamment ensuite, en 1956, la loi 4 de Defferre, qui va permettre de créer un gouvernement local avec des ministres territoriaux de 5 à 7, avec un vice-président, et bien entendu l'UC qui va commencer à appliquer son programme. Et puis en 1957, il y aura donc enfin la loi qui va permettre aux Kanaks de bénéficier du suffrage universel. Vous voyez que c'est quand même relativement récent. Or, comme je vous l'ai dit, de façon unilatérale, à partir des années 61, 62, le gouvernement français va reprendre tout ça en main. Et les éléments qui sont les plus significatifs, mais il y en aurait d'autres, mais je laisserai, il y a des gens plus compétents que moi pour parler de ça dans la salle, vont, avec la loi Jacquinot de 1963, supprimer les ministres en Nouvelle-Calédonie contre l'avis de l'Assemblée locale. Hein. L'Assemblée locale demande le maintien de cette chose-là. On va supprimer contre l'avis des locaux leur mode d'organisation. Et le haut-commissaire de la République va reprendre l'essentiel de l'exécutif sous sa responsabilité. On continue à parler du haut-commissaire de la République, mais en vérité, c'est le gouverneur qui revient. Ensuite, c'est la reprise de l'enseignement du second degré par l'État en 1965. L'enseignement était local. Et puis, les lois Billotte, qui vont réduire les compétences du territoire en matière minière, et puis qui vont créer les communes d'État et toute une série d'éléments qui va permettre de renforcer l'implantation locale de l'administration. Et là, on va voir l'administration d'État grandir de façon absolument considérable. Et ça, de façon considérable, non seulement contre l'avis de la population locale, mais aussi le fait qu'en 1958, les représentants politiques de la Nouvelle-Calédonie étaient majoritairement autonomistes et avaient déclaré « on n'ira pas à l'indépendance, on ne la veut pas ». Voilà. Or, en 1962 et 1970, la Nouvelle-Calédonie va voir les acquis de la loi 4 qui la gouverne progressivement démantelés et l'État français reprendre en main la direction de ses affaires. Or, avec la reprise de l'État, comme je vous l'ai dit, c'est en fait toute la construction démocratique qui était en train de se faire qui va être cassée. Et bien entendu, c'est l'ouverture d'un antagonisme qui était déjà présent à l'intérieur, comme j'allais dire un résidu de la société coloniale, qui va devenir fort et qui va donner désormais cette structure foncièrement conflictuelle à la Nouvelle-Calédonie. Et pourquoi ? Eh bien, parce que d'une certaine manière, les différences culturelles, les inégalités sociales et les clivages politiques vont se superposer. Et on va créer une sorte de bipartition radicale de la Nouvelle-Calédonie. Et on va le faire avec cette chose extraordinaire, c'est que la Nouvelle-Calédonie devient une société plurielle, composite, tout à fait particulière, parce qu'elle n'est pas simplement une société plurielle issue de la colonisation, mais elle a connu un premier processus de décolonisation et de démocratisation inachevé et bien réel. D'une certaine manière, le fait que ce processus est bien réel est très important. Parce que ce qui fait que ça n'a pas explosé plus fort, à mon avis, des événements par la suite, c'est parce qu'il y avait cette culture qui était héritée de l'après-guerre, cette culture issue de la première Union calédonienne, et qui faisait que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout de l'antagonisme, contrairement à ce qu'on avait pensé. Et je pense que ça a sauvé en partie la Nouvelle-Calédonie. On pourra en discuter si vous le voulez. Mais elle reste une société où différenciation donc communautaire, inégalité sociale, économique, clivage politique se superposent. Une société multiple où le lien politique est absent, il est assuré de l'extérieur. En fait, une société, comme je vous l'ai dit, qui ne fait pas société. Alors le résultat, ça va être la crise, vous la connaissez mieux que moi, montée du mouvement indépendantiste à partir des années 1970, ce qu'on appelait pudiquement les événements entre 1984 et 1988, et puis les accords politiques, ceux de Matignon-Oudinot, puis ensuite l'accord de Nouméa, qui vont essayer de se donner autour de 3 mots d'ordre, je vous les donne ces 3 mots d'ordre, décolonisation, ce sont des accords de décolonisation, création d'un destin commun et rééquilibrage socio-économique. Mais au lieu de considérer ces éléments comme des liens forts, on va essayer de les dissocier. Ça va être extrêmement intéressant. Je me souviens d'une question posée à Michel Rocard où il ramenait qu'est-ce que c'était que la décolonisation. On lui pose la question, c'est le rééquilibrage socio-économique. Ce n'est pas du tout autre chose que ça. Donc c'est intéressant. Et il y a une philosophie affichée de l'accord de Nouméa, une philosophie à laquelle beaucoup de gens ont adhéré, moi à commencer,
qui est de suspendre la question institutionnelle pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est ce qui crée les événements en 1984. Donc on va essayer de sortir de cette question-là pour se donner le temps et le moyen de construire la société commune avant de reposer cette question. L'État se pose ainsi comme partenaire impartial de l'accord de Nouméa, soucieux d'accompagner les deux autres signataires dans la construction de la communauté de destin. L'État va être arbitre, respectueux des décisions des partenaires. Ça, c'est le schéma tel qu'il est dressé. Pour autant, en 2018, on voit bien que le résultat n'est pas complètement là. Pourquoi ? Parce que, de façon tout à fait surprenante, la question de sortie de la crise, sortie de ces accords, c'est la même que celle qui a mis le feu aux poudres. Donc c'est tout à fait étonnant de penser qu'on va résoudre le problème en reposant une question qui est là. Et d'ailleurs, de façon significative, on va avoir les mêmes réponses et les mêmes clivages politiques à peu près. Et on peut se demander qui peut encore croire, surtout quand on voit les résultats, qu'un second ou un troisième référendum suffira à régler le problème compte tenu de la structuration antagoniste dont je vous ai parlé. Le 4 novembre 2018, première consultation référendaire, fort taux de participation, mais on voit bien entendu qu'il y a des suffrages exprimés importants, il y a plus de 56% pour le non et 43,33% pour le oui. Et Olivier Houdan, qui est un historien local, écrit dans Opinion internationale que c'est un véritable électrochoc parce qu'on pensait, on avait prédit que le oui ferait autour de 30%, voire un peu moins. Or, ce n'est pas le cas. Et on s'aperçoit qu'il y a à peine 13 points en valeur absolue qui correspondent en fait à 18 000 voix de différence. Et si on pense qu'en termes de qu'est-ce qu'il aurait fallu pour pouvoir acquérir l'indépendance, c'est autour de 9 000 voix pour que la majorité se fasse. Et donc c'est un électrochoc. On se dit peut-être qu'avec cet électrochoc, on va essayer de réfléchir. Mais pas du tout. On va s'apercevoir, et vous le voyez, que tous les jours, au contraire, c'est la tension qui monte et qui continue, une sorte de surenchère sur cette opposition absolument fondamentale. Alors comment expliquer ça ? Comment expliquer que malgré tout ce processus-là, on n'arrive pas à obtenir enfin que les gens se mettent autour d'une table et discutent, pour essayer de discuter de l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est de s'apercevoir qu'on ne peut pas séparer la question de la décolonisation de la question du destin commun et de la question du rééquilibrage. Tout ça, c'est en fait différents éléments, différentes dimensions d'une seule et même question, qui est celle de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de ce pays ? Est-ce qu'on veut faire société ensemble ? Parce que c'est ça, en vérité, la question. Alors, comment ça se fait que ça ne marche pas ? Alors, j'essaye de réfléchir, et je peux bien entendu réfléchir de manière partisane. Manière partisane, c'est je suis dans un camp, et les autres sont des gens avec lesquels je suis en opposition. Je vais cultiver l'antagonisme. Le problème, c'est que, bien entendu, il y aura peut-être un jour un vainqueur et un vaincu. Vous allez voir qu'il y a même des gens qui attendent ça. Le problème, c'est qu'on fait difficilement une société sur un vainqueur en ayant des vainqueurs et des vaincus. Il va bien falloir trouver un accord et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette structure antagoniste. L'idée, c'est que derrière l'accord de Nouméa auquel on a adhéré, il y a un certain nombre d'angles morts. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues au moment où on a signé ces accords. On n'a pas vu qu'il y avait des implications inintentionnelles, probablement. Il ne s'agit pas d'aller pointer telle ou telle personne, mais des choses qui se sont passées, qu'on n'a pas vues et qui, petit à petit, vont évoluer et conduire à une sorte de blocage de la société. Je vais donc, à partir de 2017, commencer à parler de ces angles morts comme une sorte qui va enfermer les différentes composantes socio-culturelles dans la Nouvelle-Calédonie, chacun pour son compte, dans des cercles vicieux dont il ne leur est pas facile de sortir. Alors, un certain nombre de ces angles morts sont liés à la manière même dont est construit l'accord. Je vais rapidement le donner. L'idée, c'était de construire donc une société avant de se poser la question de l'indépendance. Le problème, c'est que la question de faire société, c'est celle aussi de mettre fin au contentieux colonial. Une partie de la société qui a le sentiment, vous pensez ce que vous voulez, mais cette partie de la société pense qu'il y a une injustice fondamentale, historique qui a été faite. Est-ce qu'on leur dit mais non, ou est-ce qu'on dit on discute ? Or,
quand on prétend faire société en disant « je ne vais pas régler le problème d'injustice qu'il y a entre nous », je ne vois pas comment on peut faire société. Et là, on s'aperçoit que cette idée de dissocier les choses avait un effet pervers et revenait à dissocier en fait ce qui ne pouvait l'être. Ensuite, il y a l'État partenaire impartial de l'accord de Nouméa. Et alors là, je dirais, c'est extraordinaire, puisque l'État, c'est l'État qui a colonisé la Nouvelle-Calédonie en 1853. Mais ce n'est pas lui qui va se donner la responsabilité de la décolonisation. Il va faire porter sur les épaules des Calédoniens, des Kanaks, de toutes les communautés qui sont là, la tâche de régler ce problème de décolonisation. Donc c'est à eux de le faire, au nom de la démocratie, sauf qu'en vérité, bien entendu, l'État possède les clés. Et donc, je le dis ici, ça revient à confier à d'autres la charge d'ouvrir une porte dont l'État a seul la clé, ce qui est un véritable problème. Et puis, il y a l'État arbitre. Alors ça, c'est un truc qui nous a été répété. Alors, je ne sais pas, quand vous entendez le mot arbitre, moi j'aime bien, pas trop le foot, mais le rugby, mais je pense tout de suite match, confrontation, compétition, forcément avec ses gagnants et ses perdants. Et c'est un match qui va être joué avec constance par nos élus politiques. Ils sont tout le temps, non plus en train de se dire comment on va construire du lien social, mais est-ce que je vais voter pour ceci ou pour cela, parce que ça va faire inventer l'indépendance, ou au contraire, ça risque de la ralentir. Donc, est-ce que je vais voter pour ceci ou cela? Et donc, on est en permanence en train de jouer cette chose-là. Et le résultat, c'est qu'on échappe à la question fondamentale du lien social et de la décolonisation. On est simplement en train de jouer une partie où il doit y avoir un gagnant. Comment vous voulez faire société si on pense que la société, ça se construit avec des gagnants et des perdants? On construit difficilement la société. Donc, il y a un problème là, fondamental au départ de conception. Mais il faut aller plus loin et approfondir l'idée que j'émettais avec John Passa donc en 2017 d'injonction paradoxale. Alors là, je vais vous demander un petit effort théorique et je vous prie de m'excuser de ce que je suis en train de dire. C'est un terme traduit de l'anglais, double bind, qu'on traduit par double contrainte, double lien, double nœud, ou encore injonction donc paradoxale, et qui est un concept psychologique qui a été inventé par un de mes collègues, grand collègue, l'anthropologue britannique Gregory Bateson, quand il a essayé d'aborder le problème de la schizophrénie. C'est-à-dire, il expliquait la schizophrénie par le double bind. Et moi, je vais expliquer, non pas la schizophrénie locale, mais en tout cas expliquer pourquoi il y a un blocage local à partir de cet instrument-là. Ça situe l'origine de la pathologie d'un patient en psychologie dans la réitération par ses parents de vœux ou d'injonctions contradictoires qui vont placer la personne en tant que sujet dans une situation de conflit intérieur permanent, mais surtout relativement inextricable. Alors, l'exemple classique de cette affaire-là, de ces injonctions paradoxales, qui sont des injonctions contradictoires qui fait que qu'on choisisse un morceau ou un autre de l'injonction paradoxale, on va désobéir, ou alors on va forcément perdre la mise. L'exemple classique donné par l'école de Palo Alto, qui s'est inspirée des thèses de Gregory Bateson, c'est l'injonction « soyez spontané ». Alors s'il vous plaît, soyez spontané. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Quand on vous enjoint d'être spontané, comment on fait? Est-ce que je suis spontané? Comment je peux construire la spontanéité si on m'enjoint d'être spontané? Le résultat, c'est quoi qu'on fasse, on est perdant, on se sent coupable, sans nécessairement d'ailleurs toujours comprendre pourquoi, dit Elena Forest, qui développe j'ai choisi cette définition dans un des endroits où elle est exprimée de façon assez simple, qui est le journal économique Les Échos, en 2014. Alors un bon exemple encore de ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est l'histoire de deux cravates de Dan Greenburg. Une mère offre à son fils 2 cravates, et voyant son fils en train de mettre sa cravate, lui dit « Ah, dis donc, je savais que l'autre ne te plairait pas. » Alors cette situation illustre la quintessence du double nœud. Quoi que tu fasses, tu rendras ta mère malheureuse. Elle qui est si bonne avec toi, etc. Autrement dit, tu as mis une cravate, preuve que tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas l'autre. Tu en as mis 2 en même temps, preuve que tu es fou. Voilà, donc c'est problématique. Donc pour s'en sortir, disent les psychologues, le fils ne doit surtout pas réaffirmer comme d'habitude, mais si j'aime bien l'autre. Parce que alors là, la mère a un petit sourire triste, elle dit, et en plus il me ment. C'est affreux, affreux. Donc il lui faut différemment répondre directement au non-dit de l'échange, qui est le reproche caché, car il ne s'agit pas de cravate, mais de l'amour en fait du fils pour la mère, parce que c'est ça l'enjeu. Et là, donc, il faut changer de niveau, sortir par le haut en hiérarchisant les choses, et en disant, la proposition qui est faite par Main Forest, tu as raison, maman,
nos goûts sont différents, mais en vérité, je n'aime ni l'une ni l'autre de tes cravates. Mais si j'en mets une, c'est parce que c'est toi que j'aime, parce que c'est toi qui me l'as offerte. Alors là, super. Bon, alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, dans le contexte calédonien contemporain, c'est la notion de double lien ou d'injonction paradoxale, comme réitération d'injonctions contradictoires qui placent ceux qui les reçoivent dans des situations de conflit avec eux-mêmes et par extension avec les autres. Mais des situations dont ils ne peuvent pas arriver à sortir. Alors, ces injonctions paradoxales, on va voir qui les émet, mais elles sont émises en tout cas par l'accord de Nouméa. Donc je vous propose de repérer un certain nombre d'injonctions paradoxales dans les accords politiques qui sont là. Alors, la communauté kanak va sortir un peu mieux de ces injonctions paradoxales. Elle est majoritairement indépendantiste et on lui dit de façon très très claire, tu as un droit imprescriptible à l'autodétermination et à la décolonisation. Tu as été colonisé, tu as le droit d'être décolonisé. Mais attention, avec la communauté de destin, au nom de l'idéologie démocratique, tu dois non seulement faire place aux autres et à leurs droits, ce qui est acté depuis 1988, c'est-à-dire depuis les accords de Matignon-Oudinot, la reconnaissance de la possibilité pour tout le monde d'être dans ces communautés, mais tu dois subordonner l'exercice de ton droit à l'autodétermination à l'approbation de ces autres populations qui sont aujourd'hui majoritaires électoralement, mais qui n'ont pas elles-mêmes été colonisées. Autrement dit, ton droit est imprescriptible, mais en vérité, il est conditionnel. Le droit inné et actif à l'autodétermination est transformé en obligation de convaincre les autres. Ce n'est pas à l'État français qui est colonial de décoloniser, non, non. C'est à toutes les autres communautés d'assumer le fait qu'il faut décoloniser et que l'État français, bien entendu, lui, ne s'en charge pas. Ce qu'on a donné d'une main est repris de l'autre. Et donc, il y a quelque chose d'assez particulier. Et ça va conduire le monde kanak à partir d'une définition en disant « mais nous avons le droit à l'indépendance » et de revendiquer ce droit à l'indépendance, à « bon, d'accord, on va faire une place aux victimes de l'histoire. D'accord, on va changer un peu le corps électoral. Oui, d'accord, on va peut-être pas faire l'indépendance pure et simple, on va essayer de faire l'indépendance partenariat. » C'est à chaque fois de faire des éléments pour essayer de convaincre les autres, puisque c'est la seule solution que l'État laisse pour voir que, enfin, ce droit imprescriptible puisse aboutir. Les Calédoniens, citoyens non kanaks, majoritairement non indépendantistes, alors eux sont pris dans une, et on va voir que c'est le plus important, promettre la préservation de leurs droits de citoyens français. Vous êtes citoyen français, vous avez des droits, c'est la démocratie. Mais attention, parce que dans cette affaire, c'est à vous d'endosser, quasiment à vous tout seul, le poids de la colonisation. Alors que vous n'en avez pas été les principaux instigateurs, qu'il y a bien entendu des gens qui ont profité du système colonial, mais beaucoup de Calédoniens, à commencer par les descendants, par exemple, de déportés, et les gens qui ont été aussi les descendants de Bagnat, etc., ils n'ont pas demandé à être là. Eh bien, c'est vous qui allez porter la solution du contentieux colonial. Et bien entendu, il va falloir que vous le fassiez, même si, d'une certaine manière, ceux-ci ont du mal à se dire, mais moi, si je fais ça, qu'est-ce qui va me rester? Parce que qu'est-ce que je vais devenir, moi, si cette affaire-là, je vais perdre une partie de ma position sociale, etc. En apparence, bien sûr, l'État français lui-même n'est pas épargné, puisqu'au nom des principes de la République, comme aux yeux de la communauté internationale, il va falloir à la fois décoloniser, c'est important, préserver les droits de ses ressortissants, respecter sa constitution et tenter de maintenir autant que faire se peut la position française dans le Pacifique. Ça ressemble à un grand écart, mais en apparence seulement. Ainsi qu'en témoigne le fait que la France ne tient que partiellement, d'ailleurs, ses engagements internationaux. C'est intéressant de savoir ce qu'il nous... La déclaration de l'ONU de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés fait l'obligation à ses signataires de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme, c'est-à-dire de promouvoir, dans le cadre de la préparation du référendum sur ces questions, ou des référendums, de promouvoir la décolonisation. Et compte tenu du contexte, d'assumer sa responsabilité d'État colonisateur et de faire des propositions très concrètes pour aider les gens à construire cette communauté de destin. Or, on les met dans le match, débrouillez-vous, et bien entendu, on n'assume pas cette réalité-là, cette tâche. Alors, on arrive à une forme de paralysie absolument extraordinaire. Opter pour l'indépendance, c'est perdre sa situation privilégiée, même si cette situation privilégiée est en partie illusoire. D'abord parce que dans le monde actuel, il n'y a pas de véritable sécurité économique, que comme je vous l'ai dit, on est dans une économie introvertie, avec des effets pervers de la tutelle étatique dans cette affaire-là. Mais rester dans la France,
c'est accepter d'endosser devant les indépendantistes et donc les Kanaks et les colonisés la responsabilité de la colonisation. C'est vous qui n'avez pas voulu décoloniser. Voilà donc les Calédoniens pris dans un étau absolument terrible. Dans les deux cas, en tout cas, le résultat, c'est qu'on ne peut pas faire société. Les injonctions paradoxales sont aussi celles auxquelles on ne peut répondre sans perdre d'un côté comme de l'autre. Avec comme résultat une paralysie absolument extraordinaire de la peur et une peur à la fois de l'État et une peur des colonisés. On est pris entre les deux étaux. Peur du largage de l'État, peur que les colonisés finissent par vous prendre votre place et qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé, on ne sait plus comment bouger. Et alors ça donne des choses tout à fait intéressantes dans les discours qu'on peut avoir pour les gens qui parlent de cette décolonisation. Par exemple, je prends des choses, des conversations. Vous savez, Monsieur Gaudin, on peut décoloniser sans pour autant devenir indépendant. Mais on est tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que pour l'instant, le peuple colonisé, lui, n'est pas d'accord avec ça. Et donc, si vous avez une idée de comment on peut décoloniser sans devenir indépendant, c'est pas en ne parlant pas avec le colonisé que vous allez pouvoir faire quelque chose. Il va bien falloir que vous alliez en discuter avec les gens pour qui c'est le point important. Sinon, vous pourrez toujours dire « moi je sais comment décoloniser, mais j'en parle pas avec le colonisé », c'est compliqué. Vous pouvez ensuite proposer une solution, l'autonomie. Pourquoi pas ? Je vous rappellerai quand même que c'était ce qui s'est passé après 1945, ensuite avec la loi cadre, et que ça a eu un effet désastreux puisque, de façon unilatérale, l'État français a repris ses billes. Alors comment s'assurer que l'État français ne va pas refaire la même chose à ce moment-là ? Non, mais M. Gaudin nous dit non. Il faut laisser du temps. Nous ne sommes pas prêts. D'accord, nous ne sommes pas. Mais qui n'est pas prêt ? Pour quelle raison ? Si on n'est pas prêt, ça veut dire qu'à un moment, on pourrait le devenir. Mais alors comment devenir prêt ? Et comment s'engager dans cette préparation ? Mais on n'en veut pas. On ne veut pas se préparer. Alors ne dites pas que vous n'êtes pas prêt, dites plutôt que vous n'avez pas envie de ça. Et je comprends pourquoi. Le pays est trop petit. Nous ne sommes pas assez nombreux. Alors là, j'aime beaucoup. C'est pour quel modèle social ? Vous voulez faire une recolonisation sur le mode australien, néo-zélandais ? S'agit-il d'achever la colonisation de peuplement ? Je doute que ça puisse être une façon de régler le problème. Alors, nous avons besoin de la France. Nous sommes trop faibles au plan économique. Vous comprenez ? Alors, si nous sommes trop faibles au niveau économique, je vous rappelle que nous avons un niveau de vie comparable à celui de la Nouvelle-Zélande, dans lequel les transferts métropolitains ne représentent que à peu près 13% du PIB. Je ne vous dis pas que c'est rien, mais je vous dis qu'il y a quand même une possibilité dans le cadre d'une réflexion avec l'État français de réfléchir à ces éléments-là. Et c'est important. Et c'est d'autant plus important que quand on voit l'aide de la France récente, vous allez avoir autour de 50 milliards qui vont être donnés suite à la crise du coronavirus. Et quand je dis donner, ce n'est pas vrai, c'est prêté. C'est-à-dire que l'État va endetter la Nouvelle-Calédonie pour un nombre d'années assez conséquent, en tout cas plusieurs dizaines d'années, probablement, en tout cas au moins plus de 10 ans. Ça, c'est une aide, on vous endette. C'est extraordinaire parce qu'en même temps, l'État français, si vous suivez ce qui se passe sur les problèmes du coronavirus en Europe, est en train de négocier au niveau avec ses partenaires européens pour mutualiser la dette, pour essayer de faire qu'il y ait des moyens de rembourser sans que les contribuables français aient à payer. Alors c'est extraordinaire parce que on a beau être citoyen français ici, on ne vous traitera pas de la même manière qu'en Europe. Plus personne n'est indépendant aujourd'hui, M. Gaudin. Il y a une interdépendance mondiale. Tout à fait d'accord. Et vous avez une différence entre, comme disait Jean-Marie Tjibaou, être à même de négocier vos interdépendances ou au contraire faire que ces interdépendances, on vous les impose. Donc il y a vraiment un certain nombre de problèmes. Alors, mais il y a peut-être un projet quand même. Si l'indépendance, ce n'est pas le projet, moi je comprends bien qu'on puisse le dire. Quel est le véritable projet alternatif de décolonisation et de construction du lien social, politique à l'intérieur de cette société ? Il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas ? Faut-il penser qu'on n'en veut pas ? Faut-il penser qu'en fait le seul projet c'est la dépendance ? Ou faut-il penser que d'une certaine manière on ne peut pas ? Avec l'injonction paradoxale, on ne peut pas construire le lien social parce que construire le lien social c'est décoloniser réciproquement. Alors c'est vrai que du côté indépendantiste on vous dit pour qu'on puisse faire la communauté de destin et aller jusqu'au bout de la communauté de destin, il faut construire le lien social. Pour pouvoir faire ça, il faut décoloniser. La décolonisation est nécessaire.
Et donc, ça s'entend de l'autre côté comme si je construis le lien social, c'est le résultat de l'injonction paradoxale, alors à ce moment-là, je mets un pied dans la décolonisation. Vous ne me croyez pas? Alors je vous donne quelques exemples. Le drapeau commun. Vous avez vu qu'il y avait un débat, puisqu'on a fêté l'anniversaire du drapeau commun. Et quand vous regardez pourquoi on va élever le drapeau indépendantiste à côté du drapeau français, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de solution au drapeau commun. C'est parce qu'on craint que le drapeau commun soit en fait une marche vers l'indépendance. Si on fait lien social, on va vers l'indépendance. Extraordinaire. Essayons de construire une communauté. Ah non, non, on ne va pas le faire. Il y a un schéma d'aménagement et de développement en Nouvelle-Calédonie. Il y a Gérald Cortot qui est là, il y a Mme Temreau qui était au gouvernement, qui a lancé cette affaire-là. Ça devait être lancé dès 1998 avec la signature de l'accord Nouméa. On aura fallu attendre 10 ans avant que ce schéma soit là en place. Et ce schéma, il avait un but précis, c'était de faire que, du fait de la division qu'il y avait entre les différentes provinces, en matière d'économie, d'aménagement, on se donne les moyens d'avoir une pensée pays. C'est-à-dire de construire quelque chose qui serait un espace commun où chacun, bien entendu, en fonction de ses inscriptions provinciales, aurait sa propre dynamique, mais en même temps, il y aurait une pensée pays et il y avait une idée qui était celle que l'État, bien entendu, puisque un schéma d'aménagement, c'est pas obligatoire, ça n'impose rien, l'État ne financerait les contrats de plan qu'à partir du moment où on aurait cette chose qui serait inscrite à l'intérieur du schéma d'aménagement. Bien entendu, qu'est-ce qu'on a fait? On a classé le schéma d'aménagement, on l'a enterré. On l'a enterré, pourquoi? Parce que ça créait un espace commun. Pareil pour le grand projet pour l'école. On était en train de créer un projet d'école pays, malgré le fait qu'il y avait les provinces, etc. On a classé verticalement le grand projet pour l'école. Et alors le plus extraordinaire, c'est en ce moment, vous avez un débat qui est lancé, qui est de dire, il y a un projet minier il y a l'usine de Goro, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a un problème, peut-être ça vaudrait le coup d'essayer de penser ça échelle pays. C'est-à-dire qu'on va appliquer, alors c'est une proposition qui c'est au niveau du pays, on va peut-être pouvoir construire d'une certaine manière un projet commun autour de cette usine-là. Je vous rappelle par hasard que la province Nord a depuis très très longtemps sollicité le fait que ce qui se passe au niveau dans le projet Cognambo soit aussi un projet pays. L'idée que la SMSP puisse devenir une entreprise à l'échelle pays, c'est une proposition depuis très longtemps. Eh bien, vous allez avoir un article sur un blog que je nommerai pas, extraordinaire, qui vous explique que s'ils veulent faire pays, c'est parce que la province Nord veut bouffer la part de la province Sud. Quand on en est là, c'est-à-dire à penser que dès qu'on vous dit quelque chose, on va faire quelque chose ensemble, on ne peut pas le faire parce que les autres vont nous manger, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre, de cette injonction paradoxale, des effets de cette injonction paradoxale, qui fait que les gens sont pris dans cette idée que tout lien social ne peut, d'une certaine manière, qu'amener à la décolonisation. Alors bien entendu, on vous mettra la main sur le cœur en vous disant « oui, mais attendez, nous sommes pour une communauté de destin où il n'y a pas d'ethnie qui en domine une autre. » Mais le problème, justement, c'est qu'il y a une ethnie qui a l'impression d'être dominée. Alors comment on fait pour essayer de résoudre ce problème si c'est ça la vérité? On s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Le résultat, c'est que tout ça n'est pas simplement en train de faire un blocage à l'intérieur de la société, tout ça est en train de générer de la peur partout. Il y a une peur absolument extraordinaire, non seulement que la violence revienne, mais peur des autochtones vis-à-vis de l'État, de sa police, son administration, de la violence arbitraire, peur des Blancs et de l'ensemble des communautés dites européennes vis-à-vis des autochtones qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas et dont ils craignent la violence, qui est toujours ressentie parce qu'ils la voient, ils ont l'impression que sous prétexte que les gens disent rien, d'une certaine manière, il ne se passe rien dans leur tête, elle est toujours ressentie comme imprévisible, incompréhensible. Peur vis-à-vis du largage de l'État, peur de l'État et des politiques locaux vis-à-vis des réactions autochtones comme des Blancs et des autres communautés locales, mais aussi vis-à-vis de la police, de l'administration qui supporte mal les critiques, peur de la police et de l'administration qui craignent tout autant le lâchage par l'État que les politiques locaux, etc., etc. Tout le monde a peur de tout le monde. Et parce que personne n'arrive à faire un pas qui est là. Alors, est-ce qu'on peut sortir de cette affaire-là? J'en sais rien, je vous propose d'en discuter.
en disant que la première chose qui est importante, en tout cas, c'est celui qui envoie des messages subliminaux et paradoxaux, il faut le réintroduire dans la discussion. Il faut réintroduire l'État dans la discussion pour savoir ce que l'État veut en Nouvelle-Calédonie. Qu'il dise ce qu'il veut. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne sera plus dans un face-à-face, dans un duel. On sera dans une discussion où tous les partenaires seront réellement autour de la table et feront valoir leurs besoins, leurs intérêts, leurs valeurs, etc. Et comme tout discute à trois, il y a des médiations qui peuvent être pensées et on pourra peut-être enfin discuter de ce qui est fondamental. Mais pour ça, il faut que l'État arrête de sortir du jeu et qu'il parte. Par ailleurs, il faut comprendre que le débat sur la décolonisation ne concerne pas la rupture des liens. Retrouver ce que Mathias Chauchat a appelé la question sèche et clivante, en disant on nous ramène à cette affaire-là, le problème n'est pas de la rupture des liens, mais de leur transformation. Il s'agit de savoir comment on peut transformer ces relations et que cela implique tous les partenaires. Le but, c'est de refuser les prétendues leçons de l'histoire qui nous auraient éloignés les uns des autres, c'est de travailler à concilier ce que l'histoire s'est efforcée d'exposer, et surtout, c'est de discuter de ce qui fait problème et d'aller jusqu'au bout. Quand est-ce qu'on va se mettre autour d'une table dans ce pays pour discuter enfin de ce qui fâche? Tant qu'on ne discutera pas de ces problèmes-là, et tant que l'État ne voudra pas prendre sa part de responsabilité dans cette affaire-là, l'État continuera d'enfermer les Calédoniens, les Kanaks, dans ce même blocage absolument impossible à sortir. C'est cet effet pervers qu'il va falloir à un moment donné donner. Et pour ça, il y a une phrase d'Einstein, un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. C'est assez simple comme principe. Sortons de ça. Et l'autre phrase que je vais vous lire, qui est une phrase de mon maître Louis Dumont, le respect de l'autre passe par le respect des valeurs qui sous-tendent la vie de toute société humaine. En d'autres termes, la société n'est pas seulement un canton particulier de la nature, ni une sorte de résidu dénué de sens en soi, des visées individuelles. La société est sens, domaine et condition du sens. Nous ne pourrons pas donner de sens à ce qui est en train de se passer dans ce pays si nous ne faisons pas société, et nous ne pourrons pas faire société si nous ne réglons pas les contentieux qui continuent d'exister à l'intérieur de cette société. La société est un substrat. Un substrat, vous savez, c'est ce qui existe dans un être indépendamment de ses qualités et qui sert de support à celle-ci. La société calédonienne, cet espace, en vérité, la société plurielle, c'est une société multiple, mais c'est une société sans substrat. Merci de votre attention. S'il y a des questions ou des débats, hein, on est ouvert. Ouh là là, voilà. Ça s'enflamme. Le bar est ouvert. On a déjà une question. Monsieur. Donc, je vous remercie pour votre exposé fort brillant. Donc, vous avez émis le problème de la solution à trouver. Et en même temps, j'ai trouvé que vous avez donné la solution. Parce que vous avez parlé de l'école de Palo Alto, de Gregory Bateson. Donc, Gregory Bateson et l'école de Palo Alto ont, à travers le paradoxe, vous le savez vous-même très bien, trouvé des solutions. Or, la solution, c'est une question de ma part que je vais vous poser, puisque vous avez beaucoup de connaissances sur le monde kanak, vous avez des connaissances en anthropologie, vous connaissez le problème socio-économique actuel. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la solution serait, c'est une question, je le précise encore, est-ce que l'accès à l'indépendance ne serait pas, je pèse mes mots, hein, bon, c'est peut-être un peu fort, bon, ou alors l'accès à l'indépendance ne serait pas pire pour le monde calédonien et essentiellement pour les jeunes calédoniens. Donc, parce que faire passer ce message qui est clé, hein, moi je sais que, bon, je suis allé à la prison pendant 4 ans pour accueillir les familles qui allaient visiter les jeunes dans la prison. Et j'ai remarqué que les Kanaks sont très respectueux, ont beaucoup de sollicitude, de gentillesse, bon, de délicatesse. Il n'y a pas de problème en soi.
Mais le problème, bon, vous l'avez, c'est l'opposition. Dès qu'on s'oppose à quelqu'un, bon, on crée le problème. Donc la solution, je sais pas, moi j'ai l'impression que vous l'avez donnée, par le paradoxe. Paul Watzlawick, Grégory Bateson, moi j'ai beaucoup bossé là-dessus. Étant enseignant, c'était une problématique relationnelle humaine. Bon, quand on a un peu bossé là-dessus, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas du tout compliqué. Les solutions sont très faciles. Hein, la femme qui dit au mari « Chérie, arrête de boire », bon, on a très bien compris où est le problème. Bon, donc oui. Est-ce que l'accès à l'indépendance ne serait pas une catastrophe pour le monde calédonien, les jeunes, essentiellement les jeunes calédoniens. Voilà. Merci. C'est extraordinaire parce que vous nous parlez de l'injonction paradoxale et en même temps, d'une certaine manière, vous en reformulez un des termes de la contradiction. Alors je ne vois pas comment, en posant le terme sous cette forme contradictoire, vous pouvez résoudre le problème. J'ai du mal à comprendre comment vous posez cette question-là. Ce qui me paraît, moi, fondamental, d'abord, c'est que moi, j'ai bien entendu mes opinions, et je pourrais vous les donner, mais un certain nombre de personnes dans la salle les connaissent, mais ça ne ferait pas avancer le débat sur lequel je voudrais qu'on parle. Ce dont je voudrais qu'on parle, et ce dont je voudrais qu'on débatte, c'est effectivement de se dire quand est-ce que les Calédoniens, parce que c'est eux qui vont trouver cette solution-là. Le problème n'est pas que chacun dans son coin dise « Ah non, mais moi je pense que l'indépendance c'est la solution », moi, etc. On voit bien que si demain l'indépendance l'emportait avec 35% des voix, avec 55% des voix ou 52% des voix, une partie du problème ne serait pas résolue. Le problème, il n'est pas dans la définition politique en soi, mais de savoir, au-delà de ce clivage politique pour ou contre l'indépendance, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. C'est ça la question. C'est quelle est la question de ce qu'on veut faire ensemble. Si on arrive à définir ce qu'on veut faire ensemble et à en discuter, en acceptant d'aborder de façon franche, puisque vous voulez faire quelque chose avec moi, mais moi j'ai un problème, celui de la décolonisation. Mais à ce moment-là, je peux discuter sur le fond, je peux faire évoluer un certain nombre de choses. Et peut-être on va inventer des choses. Quand les Calédoniens, est-ce qu'il faut refaire les accords de Matignon et enfermer les politiques dans une salle, leur filer des cigarettes, de la charcuterie, etc., et dire vous sortirez quand vous aurez trouvé le centre. C'est ça qu'il faut encore refaire pour que les gens arrivent à trouver une solution pour essayer de parler sur le fond. Il va falloir parler de ce qu'on veut faire ensemble et de s'apercevoir que tous ces problèmes-là qui sont évoqués, le rééquilibrage, la décolonisation, le destin commun, ce sont les mêmes faces, enfin des faces différentes, pardon, du même problème. À partir du moment où on discutera de ça, à partir du moment où l'État acceptera de reconnaître sa part de responsabilité et pas de se décharger de façon injuste sur les épaules des Calédoniens. Moi, je trouve que les Calédoniens sont victimes de ce type de questionnement et que ce n'est pas juste. Eh bien, il est important qu'à partir de là, les gens discutent et discutent de ce qu'ils veulent construire, non pas de ce qu'ils veulent couper. Or, vous ramenez avec l'indépendance en disant si on coupe le lien comme ceci. Mais si on coupe le lien comme ceci, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas avoir droit à l'indépendance, puisque d'une certaine manière, vous n'aurez pas le droit à reconnaître le fait que vous avez le droit à la décolonisation. On n'en sort pas. Donc je crois qu'il faut au contraire discuter, et c'est les Calédoniens qui vont trouver cette chose-là. À partir du moment où tout d'un coup, ils font changer, comme on l'a dit, de niveau de débat. Le débat, ce n'est pas pour ou contre l'indépendance, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et à partir de ce moment-là, ce qui nous reste à régler, ces problèmes par exemple, de compétences régaliennes qui restent à donner. Mais si la France demande un certain nombre de choses, mais pourquoi pas? Et si les Calédoniens disent oui, il y a des choses qu'on peut, pourquoi pas? Si on sait que tout le monde a envie de construire ce lien et qu'on va dans le même sens, tout le monde aura envie de faire ce travail-là. Pour l'instant, il ne se fait pas. Et je ne pense pas que ça soit en disant c'est contre l'indépendance, ça va être pire que tout. À partir de quel moment on va devenir grand pour discuter enfin des problèmes? Alors, je ne sais pas si on peut devenir grand. Pour discuter enfin des problèmes. Alors, je ne sais pas si on peut devenir grand, parce qu'au-dessus de nous, on a un référendum qui a été décidé par les accords. Et ce référendum, en fait, n'est pas un vrai référendum, c'est une consultation.
pour savoir si on a envie ou pas de devenir indépendant. Mais c'est une consultation qui n'amène pas à l'indépendance. Et donc, du coup, en attendant, on a tous les politiques, tous les gens qui se focalisent sur indépendance ou pas, alors qu'il s'agit d'une consultation. Et je n'ai pas l'impression que l'État français a très intérêt à ce qu'on comprenne que c'est une consultation, parce que eux, par derrière, ils peuvent avoir encore 20 ans pour décider de l'indépendance ou pas. Par contre, les politiques et les gens sont en opposition totale depuis très longtemps avec cette histoire d'indépendance ou pas. Qu'est-ce qu'on va voter? Mon Dieu, le référendum approche. On va devenir indépendant ou pas? C'est vraiment quelque chose comme si l'État français n'avait vraiment pas envie, ou peut-être comme si l'État français exacerbait les oppositions à l'intérieur du pays. Quand vous dites c'est les Calédoniens qui doivent se mettre autour de la table, c'est extrêmement difficile quand on a au-dessus, au niveau psychologique, quand on a un coup près comme ça, attention, il y a le référendum qui arrive, on va devenir indépendant ou pas, et ça arrive tous les 2 ans depuis quelques années. Oui, mais vous n'avez pas tort. Je crois que le problème, effectivement, c'est le problème. En grande partie, l'État français porte la clé de la solution à partir du moment où il acceptera de se mettre. Pour l'instant, il prétend être en position d'arbitre et effectivement, il reformule les choses comme ça l'arrange et il compte les points. Mais ça ne peut pas durer encore très très longtemps. Et donc, à un moment donné, les Calédoniens vont peut-être comprendre que, quelle que soit la solution, parce que je ne suis pas là pour prédire la solution, même si j'ai mon idée là-dessus, quelle que soit la solution, il va falloir accepter que maman ou papa, comme dans l'injonction paradoxale, arrête de nous faire un chantage affectif. À un moment donné, il va falloir devenir grand. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Hein. Merci Patrice pour cette conférence. Je suis 100% d'accord avec l'analyse que tu fais sur les injonctions paradoxales, effectivement. C'est une analyse très fine, mais c'est exact. Je rejoindrai l'intervenante précédente pour dire que le référendum est une simple consultation, mais qui amène quand même l'indépendance. Parce qu'à ce moment-là, l'État français a l'injonction de préparer l'indépendance. Il ne peut pas quand même ne pas la préparer. Il doit suivre le résultat du référendum. Mais il ne le suit pas du jour au lendemain. Quand on a demandé à Édouard Philippe l'année dernière ce qu'il en était, il y en a certains qui ont parlé de 2 ans, par exemple. Mais enfin, personne n'ose donner de nom. Le problème, c'est que les responsables politiques d'un bord et de l'autre ne veulent pas qu'on s'entende pour se mettre autour d'une table. C'est évident, sinon ils y seraient. Mais pourquoi? Parce que d'un côté comme de l'autre, ils ont besoin de leurs extrêmes pour gagner le référendum. On n'imagine pas le Front indépendantiste en train de dire « Ah, mais finalement, vous savez, après, ça va encore durer 5 ans ou 10 ans pour préparer une véritable indépendance. » On n'imagine pas que les responsables indépendantistes vont dire ça, parce qu'ils seraient submergés par leurs extrêmes. De même, du côté anti-indépendantiste, on ne va pas dire « Ah mais non, vous savez, ça sera très bien, il ne va y avoir rien de changé. Ce sera un peu comme avant. » À ce moment-là, les extrêmes, il n'y aura personne. Donc les deux bords ont besoin de leurs extrêmes pour gagner. Donc le système référendaire est trop clivant pour apporter une solution. Et donc le résultat, c'est qu'après le 3e référendum, là, les responsables seront obligés de se mettre autour d'une table. Ils n'auront pas le choix. C'est déjà prévu dans la Constitution, puisque l'accord est constitutionnalisé. Et à ce moment-là, ils prépareront vraiment une évolution vers une décolonisation qui ira jusqu'à l'indépendance, mais qui n'est pas obligée d'être rapide. Ça fait déjà 40 ans qu'on parle d'indépendance, mais jamais de sa préparation. On dit qu'on ne peut pas la préparer puisque les gens sont contre. Mais les gens sont contre parce qu'elle n'est pas préparée. Voilà. Ça, c'est le dilemme, l'injonction paradoxale que tu as montré tout à l'heure. Oui. Il y a cette injonction paradoxale et le fait que la tâche de l'État français, du point de vue de ses devoirs internationaux, c'est normalement de décoloniser. Donc la question n'est pas on décolonisera si vous êtes pour l'indépendance ou on ne décolonisera pas si vous êtes contre l'indépendance. C'est nous devons décoloniser. Et maintenant, comment on le fait pour que se crée un consensus à l'intérieur de la société? Et on voit bien là
toute l'ambiguïté des choses qui consiste systématiquement à effectivement, comme tu le dis, faire que les choses soient... On ne peut pas préparer, on ne la prépare pas parce qu'on n'en veut pas et on n'en veut pas parce qu'elle n'est pas préparée, mais on retrouve aussi cette idée fondamentale, cette duplicité. Alors je ne sais pas si les gens font exprès ou pas, je vais avoir la naïveté de penser que non, mais n'empêche que ça pose un nombre de problèmes qui sont absolument colossaux à cette société, qui n'arrive pas à sortir. Le problème, vous le savez, hein, c'est qu'en apparence, on est en train de discuter de façon très intellectuelle, mais pour ceux qui ont vécu les événements de 84 et de 88, on sait le prix que ça veut dire au niveau social, au niveau humain. À un moment donné, est-ce qu'on va continuer à vouloir accepter de prendre le risque de payer ce prix pour aller satisfaire, d'une certaine manière, des vues qui ne sont même pas dans l'intérêt de la population locale? Ça, c'est un vrai problème. Bonsoir, merci. Tu as reçu la lumière, Patrice, c'est bon. Je vais faire l'ado. Hein. Papa est très méchant, maman comprend rien. Alors si tu pouvais nous dire quel est le projet des uns et des autres pour la Nouvelle-Calédonie, hein, l'État, il dit rien. Oh, il n'est pas gentil, l'État. J'ai peut-être raté une marche, mais mis à part le clivage qu'on a évoqué et réévoqué, je n'ai pas compris quels étaient les projets des uns et des autres pour la Nouvelle-Calédonie. Et je parle donc des Calédoniens et des partis politiques calédoniens. Mais j'ai peut-être raté une marche. Non, il n'y a pas de marche ratée. Le projet Kanak, il est assez clair. C'est nous allons vers l'indépendance et cette indépendance va nous permettre de construire une communauté de destin. Avec un projet, il y a des textes, hein, il faut les lire, ça a été publié, avec notamment un projet, par exemple Palika a repris l'idée d'indépendance partenariat, il y a eu des publications et il y a un certain nombre de choses qui peuvent être lues. Alors on peut discuter, mais il y a la base de la discussion. L'État, lui, ne dit rien. Il affirme, moi j'ai pas de projet, c'est vous qui devez en avoir. Et les autres, j'essaye de montrer que c'est pas qu'ils voudraient pas en avoir, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver à le formuler parce que s'ils le formulent, ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent dans un sens ou dans l'autre, ils sont piégés. Et donc effectivement, il n'y a pas de projet. C'est pas que tu as raté une marche, il n'y a pas de projet, à part ce qui semble être la dépendance. Donc soit on admet, ça ne va pas évoluer, les gens veulent la dépendance. Et c'est ça qu'ils veulent. Auquel cas, on prépare quoi? Si on ne veut pas négocier, on prépare la guerre. Mais est-ce qu'on veut la guerre? Non, pas plus. Et donc, je ne peux pas faire avec toi, mais je ne peux pas faire sans toi, mais en vérité, je ne fais rien. Et c'est cette paralysie-là qu'il faut arriver à faire. Bien sûr qu'il y a certainement des calculateurs, bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de cette situation-là. Mais je pense que globalement, la plupart des Calédoniens sincères, ceux qui sont là depuis longtemps dans le pays, qui ont envie de construire ce pays, en vérité, ils sont le cul entre deux chaises et ils ont envie d'en sortir. Mais le problème, c'est que tout est fait pour qu'ils ne puissent pas bouger. Et c'est ce problème-là qui me paraît, moi, le plus fondamental. C'est comment remettre en marche la créativité, la discussion de tous les côtés, de façon à ce qu'on discute ce qui est fondamental. La question fondamentale, c'est comment on fait société. Comment on fait société, ce qui veut dire comment on rétablit nos liens entre nous, comment on règle les contentieux qu'il peut y avoir. Et pour ça, il faut les régler avec l'État français, puisque l'État français est en grande partie à l'origine de ces contentieux. Donc comment on discute et comment on refait du lien? Il ne s'agit pas de couper les liens. Il s'agit de faire comment on peut refaire du lien entre les Kanaks et les Calédoniens, entre les Calédoniens eux-mêmes, entre les Calédoniens, l'État, et les Kanaks et l'État. Comment on peut refaire ce lien-là? Voilà. C'est ça la question. Et bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, sinon le sentiment que si on est ensemble, putain, c'est l'indépendance. Bonsoir Patrice. Merci pour cette présentation. Moi j'ai une question qui est, enfin plutôt un questionnement personnel. J'ai bien suivi, j'ai bien écouté. Je pense qu'on est nombreux à partager cette idée selon laquelle les politiques devraient se mettre autour d'une table et envisager l'avenir et le lien social. Et pourtant, même si tout le monde partage ce sentiment, je vois aussi que cette consultation référendaire, elle a mobilisé beaucoup, justement, autour de cette question binaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression
que rien ne se fera de toute façon et que la mise autour d'une table sera ajournée tant qu'on n'aura pas tranché sur la question de la consultation, sur le oui ou non à l'indépendance et à l'accession à la pleine souveraineté. Est-ce que c'est un autre paradoxe, en fait? Les gens ont envie que les politiques discutent, mais ils se mobilisent tout autant sur quelque chose de clivant. Voilà, c'est ça que j'ai du mal à bien appréhender. Merci. Oui, les gens se sont laissés prendre à cette affaire-là et cultivent cet antagonisme en permanence et ils jouent le match, je dirais, au-delà même de peut-être de ce que l'État pouvait estimer. Donc, ils jouent. Qu'est-ce qui va se passer, effectivement? C'est que tout ce référendum, on le voit bien, ne cesse de générer des espèces du fait de l'injonction paradoxale, de contradictions dans les comportements. Je prends un comportement indépendantiste contradictoire. Le comportement indépendantiste, c'est, bien entendu, je vais faire campagne pour le oui. Je vais faire campagne pour l'indépendance, en essayant de convaincre tout le monde qu'il va falloir voter pour l'indépendance en octobre prochain. Il faut le faire. Mais en même temps que je dis ça, je dis à la plupart des Calédoniens, mais de toute façon, vous savez, on s'en fout. Parce que si vous ne votez pas oui, nous, on ira négocier avec l'État. Alors quand vous faites ça, vous voyez bien qu'il y a des effets totalement pervers dans cette affaire-là. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup que je vote pour l'indépendance si mon vote ne sert à rien? Ce double discours, les gens sont victimes et je ne suis pas sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de dire. Mais ce double discours a comme caractéristique, bien entendu, de saper le message qu'on a envie de passer. À la fois sur la communauté de destin et sur le fait que la décolonisation veut dire communauté de destin. Les gens disent, ça veut dire que moi, de toute façon, la décolonisation se fera sans moi. Donc ça pose problème. Et de l'autre côté, bien entendu, on dit, ah ouais, mais attendez, si on fait communauté de destin, mais là, on risque d'avoir l'indépendance, parce que comme si le fait d'être communauté de destin faisait que vous seriez plus français, quoi. Et on est tout le temps dans cette espèce de logique qui est absolument dramatique, parce que tout le monde est pris là-dedans, et on ne cesse d'être dans cette espèce de logique qui est terrible. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec le drapeau français qui a doublé. Il y a un con qui est en train de brûler un drapeau français, et tout de suite, ça devient une crise. Non, un con qui brûle un drapeau français, c'est toujours un con qui brûle un drapeau français. C'est dramatique, c'est bien regrettable. Je suis le premier à penser que ça ne devrait pas être fait. Mais tout de suite, ça devient la même chose parce qu'il y a cette espèce de double contrainte. Vous savez, en Angleterre, toutes les Anglaises sont rousses. Donc s'il y a un Kanak qui brûle un drapeau français, tous les Kanaks veulent brûler un drapeau français. Bien entendu que c'est pas vrai. Tout le monde le sait. Mais voilà. Et donc on est pris dans ces espèces de passions. Et le problème, c'est que, et là je vais le dire jusqu'au bout, la peur qui est en train de naître avec tout ça, engendre la bêtise. C'est-à-dire on perd des neurones quand on a peur. Et la bêtise, bien entendu, va continuer à alimenter la peur. Et ce discours de la bêtise, à un moment donné, il faudra bien qu'il s'arrête, bon sang. Il faudra bien qu'à un moment donné, les gens reprennent pied, sautent des choses, mettent un pied nu sur la terre et se disent « j'ai envie de vivre ici avec les gens qui sont ici, il faut qu'on discute de comment on peut faire ensemble société. » Et si je trouve ça, je vais trouver les moyens de répondre à l'autre en lui disant « mais oui, c'est vrai, il y a des choses, mais on va essayer de régler ce problème-là. » Soyons frères, soyons des gens qui ont envie de vivre ensemble et donc soyons à même de trouver les réponses à cette question-là. Pour l'instant, bien entendu, comme on ne veut pas apporter de réponse à cette question-là, les autres vont se durcir dans la seule réponse qu'ils connaissent. Et ils n'ont pas raison de faire autre chose. D'une certaine manière, l'État français leur donne raison. Oui. J'ai beaucoup apprécié votre ce que vous avez dit sur la double contrainte, parce qu'effectivement, c'est le problème pour moi qui est essentiel. Mais j'ai deux questions, je pourrais dire lancinantes, qui trottent dans ma tête depuis des années. Premièrement, qu'est-ce qu'un Kanak ? J'arrive pas à savoir ce que c'est qu'un Kanak. Et deuxièmement, il me semble qu'il y a une confusion totale entre l'indépendance et la décolonisation.
Alors, si on pouvait m'expliquer ce que c'est que la décolonisation, peut-être que si on pouvait parler de ce que c'est que la décolonisation, quand est-ce que, comme vous avez dit, les Kanaks, encore faut-il savoir ce que c'est qu'un Kanak, mais quand est-ce que les gens estimeront qu'ils sont décolonisés? Quels sont les critères qui vont faire qu'ils se sentiront décolonisés? Peut-être qu'à ce moment-là, ça serait une base de discussion. Je ne sais pas. Si on pourrait répondre à cette question, ça m'intéresse. Alors, je vais essayer de répondre à la deuxième question en premier, en sachant que, bien entendu, j'ai un handicap profond, c'est que je ne suis pas colonisé. Donc, en n'étant pas colonisé, c'est pour moi difficile. Je me souviens de Michel Rocard venant à la salle Verret au moment de l'élection qui a été perdue par Jospin. Et il était venu faire campagne. Et il y a eu une question posée dans la salle qui est dit est-ce que la décolonisation est quand une idée de gauche? Et la réponse de Michel Rocard a été oui, nous sommes pour la décolonisation, mais sans transfert de souveraineté. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté? Ça peut vouloir dire indépendance. Mais quelle est l'idée fondamentale de ça? C'est de dire je peux récupérer ce qui m'a été volé, c'est-à-dire le droit de me gouverner là où je suis, selon mes propres valeurs, selon mes propres lois, et, ce qui est le plus important, sans être à la merci de l'extérieur qui va à un moment donné venir défaire ce que moi j'ai construit. C'est la question de la liberté, madame, tout simplement. Est-ce que je suis réellement libre? La liberté, c'est pas faire ce que je veux, puisqu'on peut négocier les interdépendances et prendre des obligations vis-à-vis des autres. C'est de choisir ces interdépendances et de ne pas être à la merci des autres pour vous donner. Il me semble que ça, c'est la bonne. Or, on dit, non, mais vous serez à la merci des autres. C'est ça le problème de la décolonisation. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un Kanak? C'est assez simple, madame. Il y a à peu près 3000 ans, il y a des gens qui sont arrivés du sud-est asiatique, qui sont installés là, et pendant 3000 ans, ils ont construit une société, avec donc sa forme de souveraineté traditionnelle, avec ses valeurs, ses institutions, ses pratiques. Et les gens qui ont construit cette société, qui ont construit ces éléments-là, à un moment donné, ont été colonisés. C'est-à-dire, on est venu et on leur a dit, vous n'êtes plus réellement chez vous. Maintenant, vous allez devenir presque des travailleurs immigrés dans votre propre société. Et vous allez perdre d'une certaine manière tout ce qui faisait votre... Et donc, les gens qui avaient cette culture-là sont devenus décolonisés. Les Kanaks, c'est ça. Ce sont des gens qui ont une civilisation historique qui a été à un moment niée parce qu'il y avait des réserves presque paradoxalement. Ils ont réussi à maintenir cette identité culturelle et sociale qui est fondamentalement la leur. Et cette identité leur sert aujourd'hui d'identité pour essayer de construire l'avenir et pas simplement le passé. À l'heure actuelle, avec le métissage, qui peut dire qu'il est Kanak ou pas? Mais madame, ce n'est pas une question biologique. Être Kanak, ce n'est pas une question biologique. Vous pouvez être français et être d'origine marocaine. Donc vous pouvez être Kanak et ne pas avoir beaucoup de sang. Le problème, ce n'est pas un problème biologique. Le problème, c'est justement pas la racialisation. J'essaye de dire qu'il faut sortir de cette racialisation. Ce qui est être Kanak, c'est adhérer à un certain nombre de valeurs qui font société. C'est une manière de faire société. Et dans la société qui sera là, elle sera forcément multiculturelle. Elle sera forcément multiculturelle. Mais c'est comment ces gens-là peuvent continuer à faire société et à faire société avec toutes les autres personnes qui sont là, qui ont aussi leur manière de faire société. Donc, une société multiculturelle où on assumera cette diversité en même temps en construisant ensemble. Donc, le problème n'est pas le problème biologique. Le problème est de savoir si vous êtes Kanak, par exemple. Est-ce que je suis Kanak, moi, ou pas? Bien sûr que non, je ne suis pas Kanak. Mais en même temps, est-ce que ça m'empêche d'être dans le lien avec le monde Kanak? Non. Moi, je fais la coutume régulièrement. Je suis marié avec une femme Kanak. Mes enfants sont métis. Et mes enfants ne sont pas métis en ignorant qui ils sont. Mes enfants vont voter du côté de la République française. Ils vont à l'école française. Ils ont des métiers. Ils sont attachés aux valeurs démocratiques parce que je leur enseigne ça. Mais ils savent aussi de quel clan est leur mère. Ils savent de quel clan sont leurs grands-mères, etc. Et ils sont en train de construire cette société-là. C'est cette société-là qu'il faut construire. Une société où on arrête d'opposer
les choses et où, au contraire, on essaye de rassembler et de rendre conciliable ce que l'histoire et un certain nombre de gens, à commencer par l'État français, ne cessent de vouloir opposer. Arrêtons d'opposer ce qui n'est pas opposable. Voilà. Il n'y a pas à opposer. Et à commencer par les Kanaks eux-mêmes en disant ils sont métissés, ils ne sont plus Kanaks. Non. Le problème, c'est que c'est effectivement comme ça. Je connais, moi, des femmes qui sont des femmes qui ont, à un moment donné, parce qu'elles étaient Kanaks et qu'elles sont allées se marier avec des Blancs, ou à l'inverse, des femmes blanches qui sont allées se marier avec des Kanaks, ça voulait dire rupture. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison d'opposer les cultures comme ça. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Merci pour Bonsoir Patrice. Merci pour cette belle conférence. Tu viens de parler du lien, mais je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est justement ce manque de lien que nous avons avec les différentes cultures. On vit les uns à côté des autres la plupart du temps, mais on n'a pas les mots ou les codes de la culture d'à côté. Pourquoi ? Parce que, ça a été dit, il y a la peur de l'autre. Je pense que on a parlé d'injonction paradoxale. Moi, j'utiliserais le mot hypocrisie. On nous a élevés dans ce pays dans l'hypocrisie et aussi dans les cases. Alors pas dans les cases de la tribu, mais dans des casiers ou dans des tiroirs avec les Caldoches, descendants de Bagnards. Oui, on a un petit peu de sang de la grand-mère de la tribu là-haut, ou alors les Javanais, etc. Et ce qui fait que aujourd'hui, la société n'arrive pas à créer du lien, à mon sens, c'est qu'on n'a pas les bons mots. On ne sait pas utiliser la parole de l'autre, ou on ne sait pas respecter la parole de l'autre, on ne sait pas l'entendre, ou on n'est pas entendu, je ne sais pas. En tout cas, je crois que tisser du lien, c'est bien, mais encore faut-il avoir le courage ou oser faire le pas vers l'autre pour l'entendre. Ce week-end, j'étais à Saramea, j'ai tombé sur un copain à cheval, et puis on s'arrête, on discute, et puis il me dit, mais Georgia, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me reconnaisse pour ce que je suis. Depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, moi, je vis toujours de la même façon. Moi, tout ce que je veux, c'est que l'État français me reconnaisse. Je suis de ce pays. Ça me paraît tellement simple à entendre, et je crois que c'est vraiment la peur qui nous empêche d'entendre des choses très simples. La peur de quoi ? C'est la peur de perdre sa liberté, la peur de perdre la reconnaissance de l'État français, parce qu'on a peur de rentrer dans une nouvelle société. Mais c'est à nous de la créer, cette nouvelle société. Et puis peut-être que la politique politicienne d'aujourd'hui, elle n'est plus adaptée aussi. Je ne sais pas. J'entends bien ce que tu dis. Moi, ma question était un peu en amont. C'est-à-dire, oui, il y a la peur. Oui, on peut avoir l'hypocrisie. Mais est-ce que j'en reste là ? Et à ce moment-là, j'ai un jugement moral. Si j'ai un jugement moral, je vais repartir dans les conflits. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi un certain nombre de gens, éventuellement, peuvent nous paraître hypocrites ou se semblent coincés dans l'hypocrisie. Ce n'est pas qu'ils sont hypocrites par définition. C'est qu'on les a mis dans une situation, on a créé une structure sociale qui va faire qu'ils ne vont plus pouvoir faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, l'idée, ce n'est pas du tout de donner des leçons de morale à qui que ce soit, et ni de dire, regardez, c'est simple, bien sûr que c'est simple. C'est simple, sauf qu'on n'y arrive pas. Et donc, si on n'y arrive pas alors que c'est simple, c'est pourquoi on n'arrive pas alors que c'est simple. C'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Et il me semble que quand on aura compris une partie des déterminations qui sont aujourd'hui en train de nous travailler, on va peut-être pouvoir, je me dis qu'en étant, je dirais, conscient de ce qui nous détermine, des conditions, des jeux d'influence qui existent à l'intérieur, peut-être qu'on va pouvoir se sentir libéré de faire un certain nombre de choses et d'y aller. Bon, c'est vrai par exemple qu'il y a longtemps que l'école aurait pu jouer un rôle à l'intérieur de ce pays. Le problème, c'est que l'école, aujourd'hui, bien que ça soit liberté, égalité, fraternité, il y a un copain qui disait ça hier soir avec qui je discutais, qui disait
On ne nous apprend pas la fraternité dans l'école. On nous apprend la compétition. Il faut être le meilleur, etc. Alors forcément, ici, quand en plus il y a une compétition à l'interne de la société, on nous apprend encore un peu plus la compétition. Si l'école avait depuis longtemps voulu travailler sur la manière de créer du lien entre les... Il serait arrivé. Visiblement, l'école n'a pas cette mission-là. Ou en tout cas, ne se l'est pas donnée. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point nous sommes pris par toute une série d'éléments qui viennent nous empêcher de faire ce que tu dis, c'est-à-dire des choses relativement élémentaires. C'est vu de l'extérieur. Moi, je suis en train de regarder et je me dis, mais je suis fou, je me laisse prendre par cette espèce d'atmosphère absolument délétère. Je suis là, je vais devenir fou. Est-ce que je peux adhérer Et puis à un moment, je dis, non, mais il faut essayer de prendre un peu de distance et il faut essayer de se donner les moyens de la lucidité, de prendre un peu de distance et d'essayer de comprendre ce qui se passe, non pas en jetant des imprécations, lui il est bon, lui il est mauvais, lui il a raison, lui il a tort. Lorsqu'on comprend que chacun, compte tenu des conditions dans lesquelles il est, a de bonnes raisons de penser comme il est, de penser comme il le fait, et qu'on essaye de se dire, mais par contre, une fois qu'on a dit ça, on a envie de construire quelque chose, et on va enfin discuter du lien social, on va enfin discuter de ce qui dérange. N'importe qui ici, c'est par exemple que, je ne sais pas moi, si on veut, il y a un conflit dans une usine, si on décide de ne pas discuter de ce qui fait conflit, il n'y a aucune raison qu'on règle les choses. En Nouvelle-Calédonie, ici, on ne discute pas de ce qui fait conflit. Ah, c'est comme ça. Donc il y a quelque chose qui empêche. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce que je vous ai donné, c'est des hypothèses de travail. J'espère pouvoir continuer à les voir, parce que, je dis, cette société ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Cette société, il faut qu'elle arrive à se construire. Il y a eu une utopie calédonienne, ça a été écrit, il y avait un livre qui s'appelait comme ça, qui a été commencé à se construire avec des gens qui, après 1945, malgré la violence de la colonisation, ont dit on va quand même faire société. Et on a un État qui a dit non, vous ne le ferez pas, je reprends mes billes. Et on va rester prisonnier de cette décision-là encore pendant combien de décennies avant qu'enfin les gens se mettent à discuter. Quand est-ce qu'on va continuer à écouter ceux qui vous disent des choses qui sont là pour... On va s'opposer aux uns et aux autres. Dès que vous avez un discours qu'oppose, mais ce n'est pas la peine. Faisons des discours de construction, faisons des discours de liens. À partir de ce moment-là, on va peut-être avancer. Mais pour ça, bien entendu, il y a, me semble-t-il, le troisième partenaire qui doit apparaître. Parce que sinon, on va rester dans le match. Et tant qu'on ne fera pas apparaître l'État et que l'État ne nous dira pas, non pas ce qu'il veut faire après le référendum, mais ce qu'il veut faire en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi il est là, l'État ? Il n'est plus là pour construire un bagne, c'est fini. Bon, il n'est plus là non plus pour profiter du nickel de façon absolue, puisque d'une certaine manière, on voit bien comment la SLN est aujourd'hui au plus mal et comment en fait on a accepté qu'il y ait la SMSP, qu'il y ait eu des usines. On parle même de laisser les Australiens venir, etc. Voilà. Bon, donc c'est plus... Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la France, ici, la France hexagonale ? Qu'elle le dise. Et à partir de ce moment-là, à trois, on va pouvoir discuter. C'est mon analyse, peut-être. Parce que quand il y a un troisième terme, vous ne pouvez plus vous enfermer dans la jonction paradoxale. Il y a forcément des choses qui vont se décoincer. Alors, j'y vais. Donc, j'ai deux questions. Premièrement, qui a élaboré la question du premier référendum ? Il a dû y avoir quand même consensus entre les trois partenaires. Et deuxième question, est-ce que la question du deuxième référendum doit être la même que la première ? Alors, je ne suis pas un juriste, donc je vais peut-être avoir du mal à répondre à la question, mais il semble que oui, c'est-à-dire qu'on va nous reposer 3 fois la même question. Maintenant, qui a élaboré la question ? C'est bien la question. C'est-à-dire, qui a élaboré cette question ? Est-ce que réellement il y a eu un débat entre les trois partenaires là-dessus ? Plutôt que se dire, tiens, il y a des compétences régaliennes, on va essayer de discuter là-dessus. J'ai le sentiment que, voyant que ça n'avançait pas, vous avez le Premier ministre qui a dit, moi je vais trancher et ça va être comme ça. Alors là, on a un problème clé dont on peut parler, mais qui est là. C'est que le gouvernement actuel est sans doute dans une position difficile. Pourquoi ? Parce qu'avant que le gouvernement soit de gauche ou de droite,
il y avait, on pouvait dire, une culture calédonienne à l'intérieur des états-majors gouvernementaux et des partis politiques. Avec ce nouveau parti politique qui vient de se créer, cette nouvelle majorité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une culture calédonienne et une compréhension des choses. Et le résultat, c'est qu'on a pensé qu'on pouvait résoudre le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Einstein, en posant les questions qui avaient posé problème. Alors là, c'est sûr qu'on se réenferme dans le débat et on n'en sort pas. Mais il suffit aussi que les Calédoniens, à un moment, disent ça suffit, on veut sortir de ça. Et si tout le monde suit les états-majors et se contente d'aller vers ça, on va avoir des problèmes. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement à se poser la question de comment on peut construire enfin les choses en essayant d'échapper justement à ces questions sèches et clivantes. C'est-à-dire, on devrait refuser ces questions-là, sèches et clivantes, parce que c'est celles qui vont nous opposer. Donc, si vous dites, bah oui, je vais jouer ça, qu'est-ce qu'on peut jouer à part le match de boxe avec un perdant et un gagnant? Mais celui qui va gagner, il va s'apercevoir qu'il n'a rien gagné du tout. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai qu'il n'avait rien gagné que le lendemain de première consultation référendaire, vous aviez cette espèce de paradoxe extraordinaire. Ceux qui avaient gagné faisaient la gueule et ceux qui avaient perdu faisaient la fête. Vous comprenez ?